par des acteurs de l'économie sociale et solidaire du territoire. C'est un projet qui a pris 10 ans à naître. Et donc on a acheté ce bâtiment qui fait 1000 m². En fait ici vous ne voyez qu'une toute petite partie du bâtiment, dans lequel on accueille différents organes de l'ESS, que ce soit des associations, des coopératives, des entreprises d'insertion, qui ont des bureaux, qui ont un siège social ici par exemple pour une antenne, qui louent des salles aussi, on a un espace numérique partagé, et puis on a cet espace qu'on veut ouvert vraiment au public, dans lequel on fait de la restauration de midi. On a le bar qui est ouvert, donc on est ouvert tous les jours de 9h à 18h, et on a un magasin des produits de l'économie sociale et solidaire qui sont fabriqués pour beaucoup localement. On travaille avec des assos locales qui vendent leurs produits ici. Et dans cet espace, on organise aussi beaucoup de moments d'échange autour de ciné-débats, par exemple, des conférences. On fait aussi des concerts. Il y a des ateliers aussi, des ateliers d'art plastique, par exemple. Et on a tout le temps une expo en cours. Là, en ce moment, on a une expo de l'APEI de Lens, voilà. Et donc, si vous avez envie si vous ne connaissez pas le lieu et que vous avez envie d'être informé, n'hésitez pas à vous inscrire à côté du bar. Il y a une feuille pour vous inscrire pour l'infolettre. On envoie un mail par mois pour dire toutes les activités du mois. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore. Et on ne s'est pas mis à l'entrée, mais il y a une petite caisse à l'entrée à prix libre pour l'association. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore contribué, à contribuer après. Voilà. Et le bar est ouvert et je vous laisse avec Christophe. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Christophe Morel, président de New World Together France. Je vais expliquer brièvement l'objet de cette association, puisque pendant le déroulé de la conférence, vous allez justement pouvoir bien comprendre sur quel champ d'action on opère. C'est une association d'éducation et de recherche transdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Éducation et recherche transdisciplinaire, c'est-à-dire que on va essayer de chercher des solutions face aux défis de notre époque, qui sont multiples, comme vous le savez, en explorant un maximum de disciplines. On voit souvent opérer tout un tas d'acteurs par silo, on va dire, dans des disciplines très spécifiques. Nous, on a décidé de créer une association, justement, qui va prendre de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, des sciences humaines et sociales, de la physique, pourquoi pas. Et justement, notre association est composée d'un bureau et d'un conseil d'administration où on retrouve des experts universitaires, des syndicalistes, des militants associatifs, et aussi juste des citoyens engagés au quotidien qui veulent que les champs évoluent vers un vrai progrès social. Avant de commencer la conférence, puisque je ne suis pas le fondateur de cette association, alors si je suis le fondateur de l'association New World Together France, mais le projet New World Together, il est né en Indonésie, à Bali. Il a été créé par Benjamin Castello, d'ailleurs que je remercie. Je filme en même temps cette conférence, mais il n'y a que moi qui suis filmé, je vous rassure. Donc Benjamin Castello, qui a travaillé 10 ans au sein de multinationales en tant que cadre supérieur et expert consultant. Autant vous dire qu'il gagnait très bien sa vie, qu'il menait plein d'opérations partout sur la planète. Il était persuadé, selon ses propres termes, de cocher toutes les cases de la réussite. Un gros salaire, des voyages à travers le monde, des fêtes, des abus en tout genre. Il était persuadé que c'était la réussite d'une vie d'un être humain sur Terre. Et un jour, grosse remise en question. Il se lève un matin et il se dit, mais est-ce que ce que je fais a du sens pour moi, pour les autres, pour le bien commun, pour l'environnement qu'on partage tous ensemble? Est-ce que ça a vraiment du sens? Et il s'était rendu compte que non. Là où il pensait justement cocher toutes les cases de la réussite, il s'est dit, en fait, je contribue aux problèmes et à l'accroissement des problèmes qu'on voit un peu partout sur Terre. Au niveau économique, au niveau environnemental, là tu arrives au bon moment, au niveau sociologique, social, etc. Il s'est dit, ben non, en fait, le poste que j'occupe et ma façon d'opérer, en fait, est beaucoup plus nuisible qu'utile à la société. À partir de là, gros virage pour lui, il a créé New World Together, donc association de recherche et d'éducation transdisciplinaire, pour une transformation durable planétaire avec des solutions humaines.
Alors ça semble très ambitieux comme ça, peut-être même un peu prétentieux, se dire qu'on va changer le monde. Mais vous allez voir en avançant qu'on pose des diagnostics et des solutions également qui sont très concrètes et qu'on peut rendre opérationnelles sur le terrain. Switch. Le contenu, donc ça va être en 3 parties. Première partie, crise systémique et multifactorielle de durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on vit de multiples crises. On peut parler de la crise environnementale, on peut parler de crise sociale, économique, on peut parler de crise géopolitique, j'y reviendrai sur ces différents facteurs après, ce qui fait qu'on évolue dans un système global, une modélisation de société qui n'est pas durable et dont les facteurs de cette non-durabilité sont multiples. En partie 2, une fois qu'on a posé les constats justement sur cette crise, une fois qu'on a bien posé cette crise et qu'on a posé les mots justement sur cette crise, la partie 2, on va chercher à identifier les causes profondes de cette crise. Quelles sont les causes profondes qui nous a amenés sur cette crise de durabilité? Et en partie 3, bien sûr, commencer à proposer des solutions pour une transition vers un nouveau monde par l'éveil et l'expansion des consciences. On va beaucoup parler d'inconscient et de conscience aussi, au travers de cette conférence, de psychologie aussi, je ne l'ai pas dit, mais on va parler aussi beaucoup de psychologie. Et j'ai oublié de vous dire également, surtout, n'hésitez pas si vous ne comprenez pas, ou si vous voulez réagir, ou si vous voulez participer, ou si vous voulez compléter ce que je dis, la parole, bien sûr, est ouverte. C'est une conférence que je vais dérouler, mais vous pouvez, vous également, y participer, compléter et réagir sur différents éléments. Avant de commencer, et ça c'est essentiel, parce que je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude de ce type de format, peut-être que je me trompe bien sûr, mais avant de commencer, on va s'imaginer comme si on était des extraterrestres, comme si on n'avait jamais grandi sur Terre. Tout ce qu'on connaît, on ne l'a jamais vu. Donc on s'imagine, on vient d'une autre planète, on ne connaît pas la planète Terre, et on arrive sur la planète Terre et on observe comment les humanoïdes fonctionnent. Quelle est cette espèce, comment elle fonctionne. Donc on va essayer d'avoir un regard le plus extérieur possible sur notre fonctionnement quotidien. Exercice qui est délicat, je le conçois. Approche transdisciplinaire, donc comme je vous le disais, qui traverse différentes disciplines, qui étend donc et approfondit la compréhension du monde, est très important, des connaissances fondamentales pour les acteurs de la transition et bâtisseurs du nouveau monde, qu'on retrouve dans l'économie, dans l'écologie et dans plein de champs différents. Et je veux vraiment insister sur ce point parce que y a peut-être des choses qui pourraient vous bouleverser ou au contraire vous conforter. On est tous différents, on a tous une personnalité, une singularité différente. Donc il est possible qu'il y ait certaines réactions aussi, certaines choses qui naissent en vous suite à cette présentation. Donc ce qui est très important aussi, c'est de prendre ce qui fait sens pour vous, vraiment ce qui vous correspond, ce en quoi vous êtes en phase, et ce qui ne vous correspond pas, et bien tout simplement de ne pas le prendre. Ou même de le dire justement, ça cet élément-là ne me correspond pas. Les objectifs, mieux comprendre les défis de notre ère et leurs causes profondes, trouver un sens positif, c'est très important, parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de marasme, d'anxiété, beaucoup de mauvaises nouvelles, des choses très lourdes, très pesantes. Donc on va essayer justement, en dépeignant justement des choses qui sont assez terribles, assez difficiles, et ben on va essayer justement d'y trouver un sens positif pour pouvoir évoluer. Aussi bien à travers nos expériences individuelles que collectives. Et enfin, avoir une vision plus réaliste et être mieux équipé pour catalyser la transformation vers le nouveau monde et que cette transition soit la moins brutale possible justement et qu'on puisse faire une transition dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, je vous l'ai déjà dit un peu avant, mais je vais bien réinsister là-dessus. Les connaissances et informations qui sont là, elles sont là pour compléter ce que vous savez déjà. Et je dirais même que normalement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose.
normalement, je vais vous transmettre des connaissances et des informations qu'en réalité, vous aviez déjà au fond de vous-même. Je suis juste là pour les réveiller. Comme je le disais, ne prenez que ce qui fait sens pour vous. Et les points de vue différents sont complémentaires. Intégrer ces nouvelles connaissances pour compléter les vôtres. C'est vraiment l'esprit de cette conférence. C'est pas tellement d'être dans un combat idéologique, d'idées, de principes, etc. C'est vraiment de pouvoir prendre du recul, prendre ce qui fait sens pour nous, le compléter sur nos connaissances actuelles et pouvoir aussi faire en sorte qu'un maximum de points de vue, de perspectives puissent être complémentaires. Et je tiens à remercier Monsieur Latrèche à la technique qui fait défiler les slides. Première partie donc. Est-ce que jusque-là tout va bien? Vous le dites, hein, surtout vous n'hésitez pas. Une crise systémique, donc comme je le disais, c'est tout le système qui est en crise, c'est pas seulement certains pans de la société qui sont en crise, c'est l'ensemble du modèle sociétal. Donc une crise systémique et multifactorielle de durabilité. Donc on voit ici un schéma, la crise qui est globale, économique, environnementale, financière, une liste d'issues, tout un tas de problèmes, et on tourne comme ça, et c'est bien difficile de s'en extraire. Surtout en ce moment, je pense que c'est très criant. Le constat non exhaustif, bien sûr, tu peux descendre un petit peu parce qu'on ne voit pas tout en bas, voilà, parfait. Le constat, un pouvoir politique au service des puissants, constat non exhaustif, hein, comme je le disais, le constat, il pourrait faire autant de slides que la présentation. On a essayé de prendre les principaux. Donc un pouvoir politique qui est au service des puissants, une économie qui place l'argent, le profit et la croissance devant tout, une population apathique sous emprise et une décadence généralisée des conditions de la société. Les exemples sont multiples. Logement, pauvreté, santé, environnement, pollution, détresse psychologique et psychiatrique. La liste est énorme. Donc un pouvoir politique au service des puissants, une économie consumériste infinie, une population apathique sous emprise démunie et donc une décadence généralisée de nos conditions de coexistence. Les facteurs, liste non exhaustive également, facteurs de non-durabilité, on a les facteurs socio-économiques, ce qu'on pourrait appeler le plus courant le capitalisme financier ou le néolibéralisme, les facteurs politiques, géopolitiques, culturels, les facteurs psychologiques, technologiques et en plus les facteurs écologiques. Quand on parle donc de multifactorialité et de crise systémique, ça renvoie à ça. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de facteurs qui fait que nous vivons une crise globale. Descends un tout petit peu, regarde à chaque fois qu'on voit bien, parfait. Donc sur la crise écologique, il y a dépassement, d'ailleurs on nous avait dit qu'il y avait dépassement de nos capacités d'extraction et de régénération des ressources depuis 2019 déjà, nous sommes en 2025, et ça commence à se ressentir très fortement. Il y a un dépassement quand l'humanité extrait plus de ressources que ce que la planète peut générer durablement. C'est ce qu'on appelle la biorégénération. On extrait un max pour un maximum de rentabilité financière sans prendre en considération la régénération de l'écosystème. On rejette plus de pollution que ce que la biosphère peut absorber et on détruit les écosystèmes plus rapidement que ce qu'ils peuvent être régénérés. Donc l'empreinte écologique de l'humanité, la biocapacité de la Terre, l'empreinte écologique de l'humanité, la quantité de ressources générées, la quantité de ressources extraites, la quantité de pollution absorbée, la quantité de pollution rejetée, la capacité de régénérer les écosystèmes et les dommages infligés aux écosystèmes. Et la source, très bonne source, Arthur Keller. Et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Les conséquences du dépassement, ça c'était déjà il y a quelques années. Les chiffres pourraient être beaucoup plus alarmants aujourd'hui. On consomme l'équivalent d'1,7 planète à l'année, 70% des écosystèmes détruits ou endommagés. D'ailleurs, le fondateur de New World Together pourrait bien en parler parce qu'il vit à Bali, en Indonésie.
Et là-bas, la situation est plus que catastrophique en termes de déchets, d'accès à l'eau potable, etc. Donc lui, il le vit vraiment pleinement. On peut même supposer que dans les années à venir, Bali ne sera même plus une destination touristique à cause de ces problèmes. 60% des animaux sauvages exterminés, 5 millions de morts dus à la pollution, et le réchauffement, moi je dirais le dérèglement, pour être plus large, considéré comme une menace existentielle. Donc on détruit bien plus l'environnement qu'on ne le préserve, pour résumer. Alors, la destruction des écosystèmes, les inégalités sont les symptômes d'un problème grave. Comment pouvons-nous définir ce problème? Que va-t-il se passer si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème? Eh bien écoutez, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? La parole est libre. Comment on pourrait définir ce problème selon vous? Ça me permet de boire un coup en même temps. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Attends, moi je vais poser un question. Oui. Je pense que le problème vient des élites, déjà. Ouais. Ils créent le problème, Ouais. ils foutent la merde, Ouais. ils nous font payer. Oui. Et ils nous font payer. Donc les décideurs, législateurs, ils créent des problèmes, ils proposent des solutions. Voilà, c'est derrière. exprès. C'est exprès, d'accord, ouais. Ok. Ouais, intéressant. Ça se rapproche de ce que je vais entendre, c'est très très bien, ouais. Et que va-t-il se passer si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème? Je pense qu'on est mal tous, hein, tout simplement. On va droit dans le mur. Alors je vous rassure, hein, les premières parties de la conférence peuvent paraître un peu déprimantes, mais je vous rassure, à la fin, on y trouve un sens positif, justement. Non. Oui? Maria, Vas-y. on se connaît. Hein. Moi, je crois pas que c'est la question des élites. C'est un modèle économique Ouais. qui, depuis 2 siècles, a émergé avec la révolution industrielle. Tout à fait, on va en parler en plus après. Qui a Ouais. créé des pompes à bière, La révolution industrielle. des trucs machin, et qui sans que ce soit volontaire forcément au départ, fait tout un coup que ça détruit toute la nature. Ouais, c'était inconscient au départ et à la fin c'est devenu. C'est pas volontaire, les gens ils n'ont pas dit Très intéressant. on va fabriquer des voitures pour faire des embouteillages et détruire la nature. Ouais. Pas ça, Oui, ils l'ont pas pensé Ils l'ont pour pas ça. pensé Ouais. comme ça. Donc il y a un modèle qui s'est mis en place, qui a échappé un peu à tout le monde et qui aujourd'hui est complètement à bout de souffle puisqu'il détruit plus de choses, il détruit plus de richesses qu'il n'en produit. Mais au début, c'était pas forcément l'intention des gens qui ont inventé. Oui, tout à fait. Quoi, qui ont les entrepreneurs, ou même les États, ou même les élites. Enfin, je veux dire, c'était pas ça. Effectivement, il y a un modèle qui est en train de s'effondrer, parce qu'il est en train de disparaître, et émerge un autre modèle dont, moi, à mon sens, ce qui se passe ici peut témoigner de quelque chose qui est en train d'essayer de résoudre ce sujet. C'est pas une question d'élite, quoi. C'est une question, pour moi, du modèle économique. Il faut transformer. Je ne suis pas d'accord. Et c'est super. Terminale, je suis désolée, hein, les élites se préoccupent absolument pas de la nature et c'était consciemment, c'était fait volontairement, la volonté de détruire l'environnement, de détruire la population, déjà à l'époque du 19e siècle. La bourgeoisie, oui, Germinal, le film, et la bourgeoisie, et Zola, très bien écrit par Zola, la bourgeoisie, il faut savoir qu'elle a fait plus de dégâts que les rois de France. Et ça a été prouvé. Et je pense qu'ils n'en ont rien à foutre de l'écosystème et des trucs comme ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est les finances et le pognon. Moi, ce que je trouve intéressant, si je peux me permettre, et c'est justement ce que je vais tenter d'apporter aujourd'hui, c'est que je vous écoute tous les deux, j'entends un désaccord, et pour moi, les deux sont vrais. Et c'est justement ça qu'on essaye d'apporter avec New York Together, c'est que le constat de monsieur, pour moi, est 100% valide, et c'est une réalité aussi que certains représentants et législateurs profitent d'un contexte pour créer des problèmes, apporter des solutions, détruire, etc. etc. Les labos Oui. pharmaceutiques, hein, c'est clair. Oui. Simplement aussi, c'est que je suis d'accord avec vous les deux parce que avant, il y a longtemps, ils ne savaient pas. Mhm.
certains savaient, Bah, d'autres oui. pas. Les deux ont raison, c'est ça? Mais maintenant, ils le savent très bien. Oui, D'accord. c'est ça. Et là, Donc, on en revient à la première partie de ma présentation. Les points de vue sont complémentaires si on les articule les uns avec les autres. Oui, Marcos? Oui, enfin, pour continuer dans la même idée, donc, depuis 150 ans, plus ou moins, on a prouvé que le système économique produit des élites. Oui. Oui, en fait, tu as un effet de va-et-vient, exactement. Le modèle économique et les élites qui sont produites, c'est deux choses qui sont intriquées l'une à l'autre. Et justement, Habib, je te propose qu'on passe à la suite parce qu'ils sont déjà en train d'embrayer sur la suite parfaitement. Donc c'est très très bien. Chris, si je descends un tout petit peu, un chouïa. Voilà. Oui, vas-y. Je voulais rajouter un truc, que le point de vue des élites est délicat parce que si on change des élites et qu'on les remplace par des autres, comme le système si le système ne change pas, ben, on ne va pas arranger le système. C'est pour ça qu'on parle de la structure aujourd'hui, tout à fait, parce que si tu fais un jeu de chaises tournantes entre les décideurs et ceux qui sont en dessous, mais si que tu gardes le même fonctionnement avec la croissance infinie, etc., bah, au final, tu vas juste faire que reproduire les mêmes dégâts systématiquement, effectivement. Et justement, ce qu'on veut faire aussi avec New World Together avec notre patte, c'est essayer de briser les visions silos. Par exemple, beaucoup de militants écologiques, pas tous, il y en a qui vont lutter contre le changement climatique, il y en a qui vont lutter contre la déforestation, il y en a qui vont lutter contre les déchets, il y en a qui vont lutter pour qu'il y ait plus de vélos qui soient pratiqués, etc. Donc en général, on a une vision qui est très centrée sur un sujet, sauf que ce sujet du changement climatique ou dérèglement climatique, ou appelez-le comme vous voulez, eh ben, en fait, on voit bien qu'il est relié à tout un tas d'autres facteurs. Pauvreté extrême, famine, augmentation de la population mondiale, destruction des écosystèmes, perte de biodiversité, pollution, surconsommation des ressources, dette financière en augmentation, course au profit, guerre de l'information, consumérisme, la polarisation croissante des opinions, les tensions géopolitiques, la migration forcée, la course à l'armement, la mondialisation par les marchés. On voit bien qu'on a tout un tas de facteurs et qu'en général, on va être très siloté sur notre vision. Ce qui est normal puisqu'un être humain a une vision relative. Et aujourd'hui, comme on est tous ensemble, et on a déjà commencé un peu à le faire, on va essayer de compléter nos différentes perspectives pour donner un sens d'ensemble. Switch, technicien. Deuxième question. Identifier le dénominateur commun. Donc on a dit écologique, surexploitation et destruction des écosystèmes, des problèmes sociaux, inégalité, augmentation de la population, pauvreté, famine, des soucis économiques, dette financière, saturation des marchés, croissance compulsive, géopolitique, lutte de pouvoir, course à l'armement, conflit, culturel, occidentalisation, mondialisation des marchés, les problèmes politiques avec l'influence des lobbies, les secrets d'État, les oligarchies, les problèmes technologiques, en ce moment on est en plein dedans, l'IA, la surveillance de masse, les armes de destruction massive, les soucis psychologiques, anxiété, manque de sens, dépression. Tous ces soucis-là, ils ont un dénominateur commun, lequel? Je vous pose la question. Un dénominateur commun à tous ces soucis. Comment? Le patriarcat. Le patriarcat, ok, je prends, pas de souci. Ensuite, Manipulation. la manipulation. Le heavy metal. Le heavy metal. Non, ça je prends pas, je suis pas d'accord. C'est pas ça. J'aime bien le heavy metal, donc c'est non. ça. Le capitalisme, oui, nature humaine. presque. Mais c'est bon. Prochaine slide. Ouais. Ah, j'ai entendu? L'homme. Nous, les schémas humains. Accrochez-vous bien à votre chaise, maintenant on va voyager à l'intérieur. Les schémas humains. Et je vais vous expliquer, bien évidemment, là où je veux en venir. C'est trop simple de balancer ça comme ça. T'endors pas, Habib, sinon je suis foutu. Donc, partie 1. Crise systémique et multifactorielle de durabilité, les points clés. L'humanité fait face à une crise systémique
et multifactorielle de durabilité d'échelle planétaire. Tous les pays sont concernés, peut-être dans des moindres mesures selon les facteurs et les soucis qu'on souhaite étudier, mais c'est toute l'humanité qui est concernée, je dirais même toute la vie qui est concernée, et même tout l'espace et l'environnement que nous partageons. Les facteurs de non-durabilité sont interreliés les uns avec les autres. Ils ne sont pas, c'est pas des problèmes qui sont séparés et qui ne sont pas reliés aux autres. Économiques, écologiques, politiques, tout ça contribue à une même modélisation. Et ils sont tous la cause de certains fonctionnements humains qu'il convient d'identifier et de changer. Est-ce que tout va bien encore? Ok, super. Autre question. À votre avis, il y a eu beaucoup d'études scientifiques là-dessus d'ailleurs, quelle est la part de nos comportements, nous êtres humains, qui sont conscients? À votre avis, en pourcentage? Ça dépend quel comportement. Ouais, en général. C'est des comportements de consommation, Des pulsions de consommation, ça rentre dans l'inconscience, ouais. C'est pas conscient, ouais. Je pense le bon sens. La dimension amoureuse, elle n'est pas forcément consciente. Hein. Oui, la passion, le désir, tout ça, oui, c'est pas quelque chose de forcément conscient non plus. Donc ça fait beaucoup de choses où on n'est pas conscient finalement au quotidien. Musicaux. Ouais. La pression sociale, c'est... Là, il y a les déterminismes sociaux aussi, la pression sociale, les conditionnements, il y a plein de choses. Donc ça fait à peu près 20% la part de conscient. Ouais, c'est un peu moins même. En fait, selon les scientifiques, il y a environ 90% de nos comportements qui ne sont pas conscients, mais qui sont issus de notre éducation, notre apprentissage, ce qu'on a vécu dans notre environnement, dans notre habitat, nos interactions, etc., etc. Donc, à votre avis, deuxième question, est-ce que la crise qu'on vient de décrire en première partie, de durabilité, elle est provoquée par des choix conscients? Ça dépend, c'est ceux qui dirigent. Et ceux qui dirigent, c'est... Pour vous, ils sont conscients, ceux qui dirigent? Pour vous, est-ce que... du coup, madame soulève un sujet. Les dirigeants seraient conscients de ce qu'ils font. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui. Ok. Vous êtes tous d'accord avec ça? Je dirais plutôt qu'il faut abstraction. Donc pour vous, un être humain qui fait du mal à quelqu'un d'autre peut le faire en conscience? Ah, quelqu'un n'est pas d'accord? Ah, merci, oui. Non, parce que la plupart du temps, il y a... En fait, ils voient à travers un tellement petit trou dans leur nez que je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a plein de trucs, il y a plein d'impensés en fait dans l'exercice du pouvoir. En fait, c'est impossible de prendre tout en compte. Nous-mêmes, on exerce le pouvoir, mais on est incapable de prendre en compte vraiment ce qu'ils pensent nos voisins, ce qu'ils ressentent. Enfin, je veux dire, ce serait du délire. Sinon, les mecs seraient omniscients. Enfin, c'est impossible. Ils sont dans un tunnel. Ils sont tellement pas conscients qu'on est obligé d'inventer des histoires pour que ça passe. J'adore. Ils sont tellement pas conscients qu'on est obligé d'inventer des récits pour les faire montrer comme conscients. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai entendu des discours de Hitler qui expliquaient qu'il se défendait contre les Juifs, en fait. C'est pour ça qu'il a attaqué la guerre entière, c'est se défendre. Ouais, voilà, par exemple. Il a motivé, ça. Moi, je dirais qu'ils agissent dans un but sans tenir compte des conséquences. Sans tenir compte des conséquences, donc, pas de conscience. Je sais pas, ils peuvent en être... C'est un degré, quoi. Ouais, à différents degrés. Tu as conscience que ça va t'aider à te déplacer si tu prends une voiture, sans avoir forcément conscience que tout le monde le fait au même moment. Tu auras un embouteillage et Ils voient ce qu'ils font, mais ils se mettent des œillères sur ce qu'ils font. Ils voient ce qu'ils font, mais ils se mettent des œillères sur ce qu'ils font. Ça, c'est profond, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, il y aurait une inertie de fou. Parce que tu là, l'exemple de la voiture, c'est pas mal. Parce que si je prends ma bagnole pour me déplacer, mais qu'en même temps, je pense à toutes les conséquences négatives, je vais pas prendre ma bagnole, mais du coup, ça a peut-être des implications en cascade. Enfin, on serait dans un truc... Non, regarde avec la nouvelle loi, la ZFE, où ils vont interdire certaines villes
le passage de certains véhicules avec des critères bien spécifiques. Ils vont mettre une partie de la population à dos. Oui, mais là, on s'écarte un petit peu de ce que je voulais. Je veux vraiment garder le fil, sinon on va s'éparpiller un peu partout. On pourra parler de ces sujets-là, d'ailleurs, s'il le faut. Et d'ailleurs, je pense que la conférence est assez complète pour les évoquer. Donc, vas-y, switch, Habib. Donc, les schémas humains. Donc, vas-y, tu peux descendre encore. Regarde l'écran, c'est mieux. Hein. Regarde pas le PC. Si tu regardes le PC, en fait, on va toujours être... L'ABC des comportements humains. Ça fonctionne aussi bien au niveau individuel que collectif. L'antécédent, le A. Bon, le B, il représente behavior en anglais, donc comportement. L'antécédent de vie crée le comportement actuel et les conséquences qui en découlent. Si on veut prendre ça au sens collectif, l'histoire de l'humanité a façonné les comportements de l'humanité et la crise mondiale de durabilité qui en découle. Donc, si on veut mieux poser les choses, on va s'intéresser donc à les antécédents et l'histoire de l'humanité. Alors, je sais que actuellement beaucoup de recherches historiques sont en train de faire évoluer ces connaissances, mais je ne veux pas pinailler là-dessus, c'est pas l'important. Ce que je veux juste démontrer avec ça, il faut que tu baisses encore un tout petit peu. Ce que je veux vraiment montrer avec ça, c'est que l'être humain, dans l'histoire de la création de la Terre, c'est un tout nouveau venu. C'est comme si c'était un nouveau-né. La Terre était là bien avant nous. On l'estime d'ailleurs à 4,5 milliards d'années. Et nous, on parle de 150 000 ans d'évolution. Donc si on regarde, pour nous, ça semble immense, mais finalement, 150 000 ans dans l'histoire de la création générale, bah, c'est pas grand-chose en fait. Dans l'évolution cosmique, on pourrait dire. Et tout à l'heure, c'est ce dont tu parlais. Tu parlais de la révolution industrielle, etc. On va y revenir exactement sur ce que tu disais avec ce qu'on appelle l'Anthropocène qui date d'il y a 250 ans. Et vous allez voir que l'accélération dont tu parles, elle est vraiment effrayante et flagrante. Donc, on a commencé, on va dire, au début, on était tous dans la nature, chasseurs-cueilleurs nouvellement sédentarisés. Donc, survie dans la nature quand même jusqu'à très récemment, avant qu'on se développe vraiment, qu'on développe du confort, du matériel, de la technologie, des compétences. Il a fallu quand même un certain temps, même s'il y a de plus en plus de théories qui émergent là-dessus. C'est vraiment cet aspect-là d'une partie de notre histoire qui m'intéresse. On a dû utiliser et développer notre intelligence pour survivre, les êtres humains. Développer notre instinct de survie pendant très longtemps. Et ben, l'être humain, il était soumis à différents types de menaces. Des menaces et des peurs communes. La peur de l'hostilité, ça peut être à la fois des maladies, des bactéries, des infections, des prédateurs, à l'époque auxquels on n'était pas forcément en capacité de faire face, des clans rivaux. Donc ces menaces et ces peurs communes d'hostilité qui ont été vécues pendant des générations et des générations, elle a apporté une réponse de survie primaire qui est dominer l'environnement extérieur pour la survie. Et les conséquences des rivalités et des conflits de pouvoir. Le manque, l'humanité a énormément connu le manque, pénurie de ressources, famine, même peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, leurs anciens, et peut-être même eux-mêmes, ont déjà connu la famine, je parle de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y en a beaucoup ici qui ont connu ça. Donc la peur de manque, la pénurie de ressources, la peur de manque, elle a créé une réponse de survie primaire, accumuler les ressources, toujours plus, par peur de manquer, par peur de périr. Et donc la conséquence, une compétition pour ces ressources. La séparation, rejet du groupe. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est interreliés entre nous pour fonctionner. Si là tout de suite je vous dis de retirer tout ce que vous n'avez pas fait tout seul, vous êtes nus.
Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de vêtements, vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez rien. Donc, on a besoin d'être ensemble pour pouvoir survivre. On est obligé de coexister entre nous. Donc, la peur d'être rejeté du groupe, de cette séparation, nous a amené à la réponse de survie primaire de rechercher la validation extérieure. Et pour conséquence, la compétition pour le statut et le conformisme. On va se conformer à des normes, à des règles, à des principes qui sont absurdes, qu'on sait absurdes, mais on va s'y conformer pour ne pas être séparé du groupe. Ceux qui ont conquis la surface du globe, liste non exhaustive, mais principalement à l'échelle planétaire et dans la dimension la plus grande, la conquête de l'ensemble du globe avec l'esclavagisme, tous les massacres et les génocides que ça implique, le trafic d'êtres humains, la traite des êtres humains, les ventes d'esclaves et toutes les horreurs qui vont avec, que même notre entendement ne peut pas imaginer. L'Anthropocène, donc. Monsieur en parlait un peu tout à l'heure. Commence il y a quelques siècles. C'est ce qu'on appelle une accélération, et plus particulièrement à partir de 1950, la grande accélération. Et le dépassement des limites planétaires en 1970. Pour bien vous illustrer cette accélération, on a justement préparé quelques images. Donc là, en 100 000 ans d'évolution à peu près, encore une fois, on découvre d'autres choses aujourd'hui sur certaines civilisations, donc c'est extrêmement à nuancer, mais pour expliquer l'Anthropocène en tout cas, on voit qu'en 100 000 ans, on est passé à peu près de quelque chose de très sauvage à quelque chose d'un petit peu construit et matérialisé. Si on va sur la prochaine slide, en 1000 ans, on est passé de ça à ça. Donc ça commence déjà sur 1000 ans, il y a beaucoup plus d'évolution que sur 100 000. Sur 100 ans d'évolution, on est passé de cet avion-là très artisanal et basique à ça. Un avion de chasse qui peut réduire un pays en miettes avec 3 missiles. En 20 ans d'évolution, on est passé de ça, vous vous souvenez tous avec le jeu Snake là. On est passé du Nokia 3210 au smartphone qui peut gérer toute votre vie, l'enregistrer, gérer vos comptes, etc., l'IA, machin, bidule, en 20 ans d'évolution seulement. Donc c'est ça l'Anthropocène. C'est le fait d'avoir une grande accélération. Ce qui en soi n'est pas un souci, mais qui l'est quand cette accélération est faite sans conscience, justement. Et c'est d'ailleurs Einstein qui disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, faut que tu descendes encore un tout petit peu, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Alors, la survie. Donc, je parlais tout à l'heure, les rivalités pour le pouvoir nous amènent aux conséquences de la course à l'armement, des conflits. Plus la technologie, pouvoir destructeur multiplié, le risque existentiel sur l'instinct de survie primaire dominant des rivalités de pouvoir, guerre catastrophique. La compétition pour les ressources, l'accaparement et l'excès de possession, l'augmentation des capacités d'extraction, dépassement. La compétition pour le statut social, rejet de soi, conformisme aveugle, automatisation, les systèmes de surveillance, l'IA, ça nous amène à la robotisation ou aussi ce que certains aiment appeler le transhumanisme. Donc, tiens, il faut que tu descendes encore un petit chouïa. Parfait. En général, les acteurs associatifs, citoyens, les citoyens engagés, etc., et moi le premier, hein, on va beaucoup agir sur les symptômes. Changement climatique, destruction des écosystèmes, perte de biodiversité, les inégalités croissantes, les conflits géopolitiques. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés sur ces sujets-là, et moi le premier. Mais on est sur un levier faible pour une transformation durable, parce qu'on est justement dans des traitements de conséquences, de symptômes, et pas sur le traitement des racines profondes de ce qui nous détruit. Si on va sur les causes,
c'est les fonctionnements collectifs, c'est ce que je disais, les choix et comportements collectifs humains nous amènent à ce type de symptômes, et la liste est bien sûr, encore une fois, non exhaustive. Par contre, si on veut remonter vraiment à la racine des racines, les causes profondes cachées, les mémoires et mécanismes ancrés dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire nos expériences passées, et pendant très longtemps, et de génération en génération, nous ont fait développer des mécanismes de survie primaires, des choix et comportements collectifs qu'on a décidé d'adapter tous ensemble, avec tous les symptômes et les conséquences que ça implique. Est-ce que tout va bien encore? Super. Question. Pourquoi n'arrivons-nous pas à stopper la course folle du vieux monde qui mène à l'extinction? Oui. Moi, j'avais, au moment d'avant, la question de l'empathie, quand même, me semblait être... on voit que la violence, on est confronté à la violence de l'existence, mais la manière de lutter aussi, ou de construire, c'est une forme d'empathie. Tout à fait. Il y a plusieurs théories que j'ai pu comprendre, en tout cas, qui montraient que c'est parce que l'être humain est doué d'empathie qu'il a réussi à traverser et à construire aussi des choses, le langage, l'écriture, je ne sais pas s'il y a Bach, voilà, des trucs assez incroyables, quoi, peut-être immatériels, mais où il n'y a pas que forcément la violence qui... c'est pas que des rapports de violence qui permettent aux civilisations de progresser. Enfin, il y a quand même un sujet comme ça qui... Tu as présenté un truc très, très sombre. Pour l'instant, en début de conférence, je vais dire. Volontairement, j'ai précisé en début de conférence. Il semblait quand même qu'il faut le rééquilibrer par une... Non, mais je suis d'accord, et c'est très... je suis d'accord, c'est que il y a tout ce qu'on dit là qui nous amène au fonctionnement, mais négatif. Mais tout le tableau dans lequel on évolue n'est pas négatif. Concrètement, ici, vous avez un exemple concret de matérialisation saine et durable, et il y en a tout un tas d'autres. Le tableau n'est pas tout noir ou tout blanc, il est gris, on pourrait dire. Mais on sait aussi qu'il y a des conséquences actuellement qui pourraient nous amener à des catastrophes, parce que justement, il y a des zones d'ombre, il y a des choses cachées qui ne sont pas mises en lumière et qui conviendraient de prendre conscience. Mais c'est vrai que ce que tu dis, je pense que justement tout ça tient encore aujourd'hui, malgré tous nos abus et excès, parce qu'il y a ce que tu dis, pour soutenir justement toutes ces crises et tous ces phénomènes catastrophiques. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dirais que c'est complémentaire, encore une fois. Mais c'est vrai que, je vous le rappelle, je dépeins d'abord un tableau assez sombre, parce que, en latin on dit post tenebras lux, après les ténèbres la lumière. L'idée c'est de mettre en lumière dans un premier temps tout ce qui est assez dur à voir pour l'être humain, aussi bien au niveau individuel et collectif, pour pouvoir après justement s'en libérer et en trouver un sens positif. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait réfléchir à l'intégrer plus les prochaines fois. Deschamps. Après les ténèbres, la lumière. Et Vivetta. Et si je peux juste ajouter, Oui, parce que bien sûr. je trouve que un des récents exemples de quelque chose, j'en parlais avec mon camarade, c'est que le combat ouvrier du syndicaliste du XXe siècle, on va dire, qui commence un peu avant, mais qui a surtout démarré, quand Jaurès disait « organisez-vous » en 1880, un truc comme ça, et quand tu vois qu'il l'a, lui l'a pas vu, mais en 1945, la sécurité sociale qui est, on peut dire ce qu'on veut, on peut toujours l'améliorer, enfin c'est quand même un chef-d'œuvre. Pour l'époque, c'est un chef-d'œuvre. C'est un super résultat du combat ouvrier qui témoigne que ça dépasse le budget de l'État, ça dépasse... ça témoigne de cette intention. Ça dépasse même l'idéologie justement du marché, de la croissance, tout ça. C'est complètement... Tu vois, la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort. Ambroise Croizat, un des créateurs de la Sécu. Ça a commencé le combat, mais l'avènement de la Sécu, c'est 45-46, je crois. Oui, c'est ça. Le combat, il date de... C'est un siècle de combat, quasiment. Mais même si tu voulais tirer sur le fil, un peu comme je le fais ici, tu pourrais remonter à la Commune de Paris. Avant la Commune de Paris, tu pourrais remonter encore avant. Enfin, tu pourrais tirer le fil jusqu'au début de l'humanité si tu pouvais le tirer, quoi. Enfin, en tout cas, bien avant encore.
Si je reviens un peu sur mes mécanismes, l'ABC des comportements humains, les causes profondes, les causes et les symptômes, ben, on parlait de capitalisme tout à l'heure, qui est souvent énoncé comme une cause, nous on le voit plutôt comme un symptôme. Besoin de dominer, de contrôler d'abord, pour commencer par là, ben, ça crée des rivalités pour le pouvoir entre tribus, et ça crée un système d'État-nation. Les nations sont bâties sur un besoin de dominer, de contrôler, et des rivalités pour le pouvoir entre tribus. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais à l'état naturel, les êtres humains partagent tous un même espace, la Terre. On a créé des États-nations par rapport à tout l'historique et les traumatismes transgénérationnels qu'on a vécus, les rivalités de conflits, de pouvoir, etc. On a été amené à créer des États-nations. Le besoin d'accumuler les ressources, cette compétition pour les ressources, ça nous a créé Wall Street, l'actionnariat, etc. Et comme symptôme, bah, un modèle économique basé sur la croissance infinie, ce qu'on appelle vulgairement le capitalisme. Le besoin de validation sociale, la rejection de soi et le conformisme, on se conforme à des choses qu'on ne sait pas bonnes, mais on le fait quand même, parce qu'il y a des normes sociales qui sont établies, et on voit le petit bonhomme ici, il a peur, parce qu'il est jugé par tous les autres. Et c'est vrai que vous le savez, pour certains ici qui sont militants, je vois un gilet jaune dans le fond, là, par exemple, qui connaît bien le sujet, c'est que, bah, effectivement, quand on sort un peu des normes, eh ben, on se retrouve avec tout un tas d'individus autour de soi qui nous jugent, qui nous condamnent, qui sont hostiles et même de plus en plus, qui deviennent même violents, il y en a. Parce qu'on remet en cause toutes leurs croyances et les normes sociales établies sur lesquelles ils se conforment au quotidien. Les cercles vicieux. Je vous rassure, après il y aura des cercles vertueux, ils sont bleus et ils sont plus rassurants. Donc, un cercle vicieux, c'est un cercle qui se répète tout le temps et qui s'intensifie tant que le problème n'est pas résolu. C'est pour ça qu'on arrive à 2 doigts de catastrophe de grande ampleur. La menace et la peur de l'hostilité, comme je vous l'expliquais, qui nous amène au besoin de dominer et de contrôler, des rivalités pour le pouvoir, des agressions, conflits et courses à l'armement, et ben rebelote. Si tu t'es fait casser la gueule plein de fois, par les Allemands par exemple, ben t'as la menace et la peur de l'allemand, c'est normal. Et donc tu répètes, et tu te retrouves avec des guerres catastrophes à chaque génération. Même la nôtre, on pensait être épargnée, et malheureusement, il y a encore beaucoup de conflits. On pensait être vacciné de la Seconde Guerre mondiale, et on se rend compte que c'est pas encore tout à fait le cas. Parce que cette menace et cette peur de l'hostilité entretient ce cercle vicieux permanent. La menace et la peur du manque, le besoin de sécuriser et d'accumuler, la compétition pour les ressources, les inégalités et la surexploitation, et ben ça nous amène, ce cercle vicieux se répète aussi ad vitam aeternam. On a peur de manquer, on a peur de manquer, on a peur de manquer. D'ailleurs, vous remarquerez des personnes qui ont parfois des gros problèmes de surpoids et d'obésité. Il y en a beaucoup, si vous observez bien, pas tous, mais il y en a beaucoup. C'est par peur du manque et c'est souvent lié à des traumatismes d'enfance où les enfants ont été mal nourris. Il y a beaucoup d'études là-dessus et qui vont développer de l'obésité plus tard par peur du manque qui est ancré justement à l'intérieur d'eux. La menace et la peur de séparation, besoin de validation sociale, conformisme, rejet de la différence, tribalisme, et on continue et on reste séparés. Et ça crée de l'inertie, de l'oppression et nos normes sociales. Donc les nations construites sur des menaces et la peur de l'hostilité, le capitalisme sur la menace et le peur du manque, et les normes sociales sur la menace et peur de la séparation. Si on veut résumer, bon technicien, là, t'es payé 20 € de l'heure quand même. Exploitation. On a une augmentation justement. Bien vu. Si tu veux, on a plusieurs à pouvoir Donc les schémas qui doivent changer pour résumer, les rivalités de pouvoir et la volonté de dominer et de contrôler. D'ailleurs, vous remarquerez que même dans des groupes de travail, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont engagés dans des assos par exemple, même dans des petits groupes de travail, on retrouve ces esprits de domination, de compétition, de rivalité, dans les groupes de gilets jaunes, dans tous ces trucs-là, dans la représentativité, on retrouve ces jeux-là de prédation, de domination,
La course à l'accumulation de richesses et possessions, bon bah si vous êtes dans une maison de l'ESS, je pense que là-dessus je vous apprends rien. Et le conformisme à des normes absurdes, insensées et insoutenables. Les 3 schémas principaux qu'il conviendrait de changer et de faire évoluer. Question. Elles sont dures mes questions. Comment briser ces cercles vicieux de survie primaire de l'ancien monde pour créer le nouveau? Pourquoi je parle d'ancien monde d'ailleurs? Ancien monde dans lequel on se situe encore. Parce que, en fait, le titre de cette conférence, c'est comprendre pourquoi l'ancien monde s'effondre et comment faire émerger le nouveau. Eh bien, je parle d'ancien monde parce que aujourd'hui, on a toutes les données et on a tout ce qu'il faut pour poser le fait que ce monde n'est plus viable ou soutenable. Il appartient déjà au passé. On reste dedans par conformisme, par croyance, par inconscience, mais concrètement, ce monde est déjà fini, et là, il continue sur ses cendres, on va dire en quelque sorte, avec toutes les catastrophes que ça implique. Donc à votre avis, et pour moi, tu as déjà répondu tout à l'heure, comment briser ces cercles vicieux de survie primaire? Tu parlais d'empathie tout à l'heure, et ça apparaît dans la slide d'après. Développer l'esprit de solidarité. Développer l'esprit de solidarité, c'est une des réponses, effectivement. Donner de l'amour au lieu de faire peur. Donner de l'amour au lieu de faire peur. Rassurer aussi, etc. Prendre soin, tout à fait. Partager au lieu d'être dans la compétition. Tout à fait, ouais. Tout ça, c'est très bien. Et pourtant, c'est tout le contraire qui se passe. Et pourtant, c'est tout le contraire qui Ils se passe. font tout pour qu'on se sépare, qu'on se... Diviser pour mieux régner, ouais. Voilà. C'est complètement le contraire qui se passe. Et on est souvent dominé, contrôlé par la peur. Donc c'est vrai qu'effectivement, l'amour face à la peur, tout ça, l'empathie face à la division, etc. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, on va arriver sur ces éléments-là, d'ailleurs, au fur et à mesure de la conférence. Allez-y, monsieur Latrèche. Je crois que tu as sauté une. 20 balles, je prends la place d'Abus. 18 balles. Déjà que c'est sur participation libre, en plus il faut les payer pour appuyer sur une souris. Et tu peux descendre un tout petit peu. Briser le cercle vicieux. Ça peut paraître naïf, ça peut paraître utopique, ça peut paraître bisounours, comme on pourrait dire, et en réalité, ça ne l'est pas du tout. Bah, si les nations sont construites sur le contraire de ça, bah, comme vous le disiez, il faut faire l'inverse. Vous le disiez aussi, madame. Neutraliser la menace d'hostilité, ça veut dire le besoin de résoudre nos conflits quand cette menace se présente, l'écoute, l'empathie, la vulnérabilité aussi. Et là, je m'adresse surtout aux hommes. Parce que on a oublié aussi que nous sommes des êtres sensibles, vulnérables, facilement, émotionnellement très sensibles, etc. Il faut reconnaître aussi cette vulnérabilité et la réconciliation, l'humanité et le pardon. Difficile, hein. Je dis ça, je tiens à préciser que tout ce que je vous présente là, je me mets dedans, hein. Les cercles vicieux, etc. Parce que pardonner quelqu'un ou quelque chose qui nous a fait extrêmement de mal, c'est difficile. Mais être dans un sentiment de vengeance, de vouloir détruire, de vouloir tuer, etc., est-ce que ça va améliorer la situation ou est-ce que ça va l'empirer, l'amplifier? Sur le capitalisme, cette peur du manque, bah, madame, vous le disiez, besoin de partager les ressources. Des changements systémiques nécessaires, baisse des inégalités, durabilité, neutraliser la menace du manque, la symbiose. On a largement assez de ressources sur Terre pour tout le monde. On pourrait même multiplier la population encore par je ne sais combien, que si on sortait du modèle économique actuel, on aurait largement de quoi nourrir tout le monde. Il y a largement assez sur Terre pour tout le monde. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette référence, toute l'humanité entière, elle tient dans le Grand Canyon américain en termes de superficie. Par contre, le capitalisme nous amène à créer des mégalopoles, des immenses centres urbains. C'est-à-dire qu'on va mettre des milliards de gens au même endroit et plein d'espaces tout autour où il n'y a personne. Donc en fait, toutes les populations sont ultra centralisées, mais en réalité, la Terre est largement assez grande pour nourrir tout le monde et faire cohabiter tout le monde, mais pas avec ces structures systémiques-là. Et enfin, sur le conformisme, qui est basé sur la peur de la séparation, bah ça rejoint ce que vous disiez aussi.
Déjà, le besoin d'être soi-même, donc d'être authentique, ne pas jouer un rôle qui n'est pas le sien, ne pas jouer un rôle d'acteur tous les jours, mais bien être ce qu'on est soi, authentiquement. La reconnexion à soi pour évoluer, l'acceptation et l'intégration de la différence. C'est-à-dire qu'on va souvent s'écharper, s'entretuer sur beaucoup de choses, où finalement, on va se rendre compte qu'en fait, les choses sont complémentaires. Et ça, je vois plein de sujets à la télévision, notamment sur le sujet de l'immigration, de l'économie, de ce que vous voulez, des gens qui vont s'entretuer sur un plateau télé, alors que finalement, ils tiennent tous les deux des mensonges et des vérités dans leur discours. Donc on devrait chercher à trouver les points de convergence plutôt que de divergence. Donc, on passe de la guerre, le capitalisme et le transhumanisme à la paix mondiale, la symbiose et la libération, émancipation de l'humanité. Premier obstacle, vous en parliez aussi un peu, déni, fuite de réalité et apathie collective. Donc vous connaissez cette image de l'autruche. Les schémas qui consistent à se détourner de certains éléments de la réalité pour protéger ses croyances. C'est pas mal. Macron, et puis je dirais beaucoup d'êtres humains, à tous les étages de la pyramide sociale. Les schémas qui... Donc c'est... En fait, on va se créer un récit, un narratif pour protéger sa croyance, pour rester dedans, parce qu'on s'est identifié d'ailleurs à cette croyance, et on a l'impression que sans elle, on n'existerait pas. La crise de durabilité mondiale est un hyper-objet. Alors en fait, là, c'est écrit en anglais, on n'a pas de traduction en français, mais je vais vous l'expliquer. Hyper-object. C'est-à-dire qu'en fait, une crise systémique, c'est un truc qui échappe à l'esprit humain. Parce que comme on a une vision limitée et relative des choses, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble dans notre esprit de l'ensemble du problème auquel on est confronté. Une crise mondiale, c'est un hyper-objet, c'est-à-dire que c'est un objet qui dépasse notre pensée. Donc, la solution est collective pour résoudre ce problème. Une situation sans antécédent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de cycles qui se répètent qu'on a déjà vécu, mais la situation dans laquelle on est actuellement, c'est une époque charnière et une situation sans antécédent. Je vous parlais de l'Anthropocène, la grande accélération, etc. Donc on manque aussi de recul et d'expérience sur ce qui nous arrive. Autant on revit certains phénomènes, autant il y en a aujourd'hui auxquels on n'a jamais été confronté et qui nous dépassent. Et donc, elle nous oblige à faire face à nous-mêmes. C'est-à-dire nos peurs, nos blessures, nos croyances, nos traumatismes, ce qu'on nous a transmis de génération en génération, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'environnement dans lequel on évolue, ça nous oblige à faire face à l'intérieur de tout ça, à l'intérieur de nous-mêmes. Ce combat-là, qu'on décrit dans New World Together, c'est pas un combat contre des élites, même si je peux le faire dans d'autres écosystèmes. Le projet New World Together, c'est de permettre de mettre en lumière et de donner des leviers d'action pour que les êtres humains puissent faire face à eux-mêmes. Parce que nous, on estime que le premier combat à mener est à l'intérieur de soi, et qu'une fois que ce combat-là sera mené, on pourra, à l'extérieur de nous-mêmes, trouver les solutions aux problèmes qu'on vient d'évoquer. Il est de mieux en mieux, le technicien, ça va. C'est pas compliqué. Toi, tu parles que pour le jeu. Alors, briser le cercle vicieux du déni que je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans un cercle vicieux de déni, on a une réalité dérangeante. Cette réalité me dérange. Donc, je mets la tête dans le sable. Je veux pas la dénier. On voit pas tout, mais technicien. Dénier, et donc dénier des aliments. Déconnexion de la réalité. Je reste dans ma croyance, je vois rien, je veux pas le voir. Ça me fait adopter des schémas hors sol. Des schémas qui sont hors sol, qui sont hors de la rationalité, de la logique. Ça va m'amener à faire des choses qui sont même contre nature. Ça va créer de l'incohérence et du chaos dans la société. Et du déni, donc, et de la désalignement. La transition se fait donc à travers une maturité mentale et émotionnelle. Première étape, accepter la réalité telle qu'elle est. Très difficile, hein. Plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Se connecter ensuite à cette réalité une fois qu'on l'a acceptée, pour établir des schémas qui soient réalistes, arriver sur une cohérence et un équilibre. On peut parler d'harmonie aussi, j'aime bien ce terme d'harmonie. Et
arriver à une réalité qui soit rassurante. Donc on passe d'un cercle vicieux de déni et de répétition de schémas hors sol et de scènes chaotiques à une acceptation de la réalité pour mieux y faire face, pour trouver des solutions qui soient correspondantes et qu'on puisse évoluer en conscience plutôt que répéter ces schémas chaotiques. Oui. Juste une remarque par rapport au slide précédent, enfin, peut-être que tu vas en parler après. Peut-être. Mais un truc qui me tient à cœur, c'est que comprendre le monde et, comme tu dis, c'est un sport collectif en fait. Tout à fait. Tout seul, c'est très difficile de faire ce chemin, de dépasser ses biais cognitifs et tout ça. Et que c'est à plusieurs, en appréhendant toutes les facettes de la réalité, qu'on peut vraiment se rendre compte. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais un peu juste avant, mais là tu l'as approfondi. C'est qu'effectivement, vu qu'on est face à, en anglais on dit hyper object, du coup il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais comme on est face à quelque chose qui dépasse notre simple individu, faire face à cette réalité demande de conjuguer, de complémenter un maximum de perspectives, ouais. Et de points de vue, mais qui soient sains, durables, et qui n'aillent pas vers l'incohérence et la destruction. Donc oui, c'est un exercice collectif. D'ailleurs, plus on avance dans toutes les disciplines, que ce soit dans New World Together ou autre, et plus on se rend compte effectivement que les solutions ne sont que collectives dans l'ère qu'on traverse. Mais faire face à soi-même, individuellement, d'ailleurs je donnerai des pistes après, et je pense qu'il y en a déjà qui le pratiquent un peu, il y a tout un tas de choses aussi pour revenir à soi aussi individuellement. Moi je dirais qu'il y a ces deux volets. Il y a le volet collectif qu'on partage tous ensemble, et il y a aussi mon univers à moi personnel, à moi. Donc en fait il y a ta singularité et il y a ta connexion avec tout le monde. Donc je dirais qu'il faut à la fois être face à soi singulièrement, et aussi tous ensemble face à la réalité que nous partageons tous. Est-ce que tu remarqueras que dans des systèmes politiques qui ont abusé dans l'histoire, le culte de la personnalité, le moi, ça nous amène au capitalisme et au libéralisme. Et le culte du tout collectif, tout est collectif et on nie l'individu, ça peut t'amener à des dictatures à l'ancienne communiste, Staline, Mao, etc. L'excès du collectivisme, l'excès de la singularité. L'harmonie entre les deux, c'est j'ai ma vie, à moi, ma liberté, mes propres besoins. Si j'ai envie d'être seul, je suis seul. Si j'ai envie de faire ça, je le fais, tant que je nuis à personne. Et il y a mon engagement aussi au service du commun et de tous pour faire fonctionner la collectivité. Les deux dimensions sont aussi importantes l'une que l'autre et complémentaires. Et on pourrait casser justement cette barrière capitalisme, communisme, etc. et tous les excès qu'on a pu connaître dans l'histoire. D'ailleurs, attends, je ne l'avais pas lu celle-là, je dois être rentré chez toi. Nos expériences passées déterminent nos pensées et nos émotions. Nos expériences passées déterminent la façon dont notre cerveau fonctionne, connaissances, expériences, etc. Et les expériences traumatiques, j'en ai cité plein tout à l'heure, elles jouent un rôle déterminant. D'ailleurs, c'était assez intéressant, et je prends un exemple que Benjamin m'avait sorti, et il y en a plein d'autres des exemples. Il n'y a pas longtemps, à la télé, il y a eu une violente bagarre en Australie entre deux individus, et sur les plateaux télé, ils te disent, ces images-là ont dû choquer profondément la population et la traumatiser. C'est vrai, mais imaginez le nombre de scènes traumatiques qu'on a vues au quotidien à travers notre histoire, et comment ça a dû nous façonner. Les guerres, et encore actuellement, tous les traumatismes vécus, ils jouent un rôle déterminant dans comment nos pensées et nos émotions fonctionnent. Tiens, voilà, tu peux y aller. Donc, première reconnaissance pour faire face à notre histoire et à nous-mêmes, reconnaître notre héritage traumatique. L'humanité, elle a vécu des blessures très profondes au cours de son histoire, très très profondes. Et d'ailleurs, je parlais de vulnérabilité tout à l'heure, on aime bien faire les durs, on aime bien faire les costauds, surtout les hommes, alors qu'en réalité, on est très sensible, très vulnérable, et on a vraiment beaucoup souffert. Ces expériences ont donné lieu à des traumatismes collectifs et intergénérationnels qui se sont transmis de génération en génération, et elles ont laissé des marques profondes, parfois quasi invisibles, dans l'inconscient collectif.
Les conséquences des traumas irrésolus, liste non exhaustive. Et je me mets dedans, et encore une fois, je me mets dans tout ça, je ne me sépare pas du tout de cette présentation. J'ai encore tout ce travail-là à faire. Et tous les membres de New World Together d'ailleurs. Aliénation de soi et identité égotique, l'angoisse existentielle et une impression de vide intérieur, ça on le ressent beaucoup en ce moment. Des fonctionnements automatiques, t'en parlais tout à l'heure aussi, compulsifs, des addictions, le pouvoir, l'argent, le statut, le sexe, le travail, les drogues, etc., etc., etc. C'est des fonctionnements automatiques qu'on appelle de compensation. C'est des fonctionnements de compensation parce qu'on n'est pas prêt à reconnaître et à faire face à des traumatismes irrésolus. Donc on va avoir des fonctionnements addictifs et compulsifs pour brouiller, pour mettre un voile sur ces traumatismes. Et un attachement aux croyances pour donner un sens à notre existence. Un exemple très concret, qui date d'il y a 70 ans, du coup, les liens entre trauma et croyance. Traumatisme de l'époque. Ça, c'était une image de propagande française sur les Allemands. Ils décrivaient les Allemands comme ça. Donc, traumatismes qui sont justifiés, liés aux invasions et aux guerres avec l'Allemagne. La France, on en a connu beaucoup pendant des générations. Peur, la peur des Allemands. Forcément, tu as peur des Allemands puisque tu as connu plein de conflits avec eux. Et il y a une croyance collective qui se développe. Aujourd'hui, on pourrait prendre l'exemple avec d'autres communautés. La croyance que les Allemands sont dangereux. Du coup, ah bah oui, les Allemands sont dangereux, on a toujours fait la guerre avec eux, donc les Allemands sont dangereux, donc c'est un ennemi à détruire. Eux, ils pensent pareil de leur côté, cercle vicieux, guerre, 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 guerre. Aujourd'hui, on pourrait remplacer par les immigrés, par des communautés religieuses, etc., etc. Lorsque les traumas irrésolus maintiennent des peurs et des croyances dépassées. Traumatisme collectif, la pauvreté extrême, les famines, les pénuries généralisées, il y en a eu tout un tas de notre histoire. Nous, on a grandi, surtout ma génération, on a grandi à l'époque moderne, on n'a pas connu tout ça. D'ailleurs, il faudrait qu'on ait aussi de la gratitude, ma génération, du fait de ne pas avoir vécu tout ça, même si nous aussi, on connaît de grandes difficultés. Pauvreté extrême, famine, pénurie généralisée, enfin, je veux dire, même moi, mon arrière-grand-mère, par exemple, avait pu en témoigner de choses absolument terribles. Donc, encore assez récemment dans notre histoire. La peur collective, oui, peur de ne pas en avoir assez, la peur de la pénurie et de l'insuffisance, de la décroissance. Donc on a construit un système de croissance infinie, tellement on a été traumatisé de ces expériences-là, on s'est dit on va faire de la croissance infinie, comme ça nous ne manquerons plus jamais de rien. Sauf qu'en fait on récolte le contraire, c'est qu'à force d'extraire à l'infini, sur une planète aux ressources finies, c'est là où on va finir par manquer. Ce qui est très cynique comme situation. Croyance collective, la croissance économique est nécessaire pour répondre à nos besoins. Oui, sinon on va manquer, on va mourir, etc., etc. Alors qu'encore une fois, il y a largement assez de ressources sur Terre pour pouvoir partager entre tous, mais il faut un système qui soit équitable. Lien entre trauma et croyance, autre exemple. Traumatisme collectif. Rivalité de pouvoir qui ont fini en guerre, en invasion, en massacre. Alors là, la liste, on pourrait faire un bouquin comme ça. Il y en a même qui ne sont même pas répertoriés. La peur collective, d'être envahi, d'être agressé par un ennemi extérieur. Et la croyance collective qui s'est bâtie aujourd'hui. Le monde est dangereux, notre nation doit être forte et compétitive pour permettre notre survie. C'est ce qui amène aussi au patriotisme, etc., etc. La course à l'armement, les guerres, les parades militaires, etc. Oui, parce que, et c'est logique. Encore une fois, tout ce que je présente là, c'est pas pour faire le procès de l'humanité, Parce qu'en fait, c'est les expériences passées vécues nous amènent logiquement à ce type de peur, de croyances et donc de fonctionnements sociétaux. Parce qu'ils n'ont pas été mis en lumière, parce qu'ils n'ont pas été conscientisés et parce qu'ils n'ont pas été reconnus, on a bâti nos sociétés là-dessus. Next. Trauma et rapport au monde. Donc, des traumas, comme je disais, qui sont irrésolus, qui ne sont pas reconnus et qui sont masqués par tout un tas d'artifices, nous amènent à des peurs existentielles. Ces peurs existentielles nous font
bâtir des systèmes de croyances, nous amène à une certaine vision du monde et à un certain rapport au monde. Ces guerres et agressions nous amènent à une peur de l'agression, la croyance que l'humain est mauvais par nature, ça on le retrouve beaucoup. J'y reviendrai un peu plus tard. L'humain est mauvais, l'homme est un loup pour l'homme, l'humain est pourri, c'est un prédateur, il est naturellement dans ces rapports-là, etc. Alors qu'en fait, il a été façonné, il a vécu des expériences qui parfois ont pu le rendre mauvais, mais il ne l'était pas à la base. Un lieu hostile, conflictuel. L'esclavage, la peur d'être dénigré, être le peuple élu, hein. Ça, il y a certaines communautés et certains dogmes qui prétendent être un peuple élu divin qui aurait la possibilité, donc, qui serait au-dessus de la mêlée et qui serait le peuple le plus à même d'amener les gens vers autre chose. Un lieu profane et donc des dérives sectaires. Donc, comme je disais, les traumas et les cercles vicieux, non détectés car normalisés. Hein. Vous parliez de violence tout à l'heure, il faut se rendre compte à quel point la société dans laquelle on vit est violente. Au niveau social, au niveau de l'école, au niveau de l'administration, au niveau de la justice, on parlait de la police tout à l'heure. Il faut se rendre compte à quel point on vit, à quel point la violence s'est normalisée dans les discours et dans les faits. Comme si c'était quelque chose de naturel et de normal. Parce qu'ils ne sont pas détectés, ils ne sont pas mis en lumière. Ils sont même intégrés aux normes sociales, culturelles et aux récits, comme si ce serait normal de massacrer son prochain sous je ne sais quel prétexte moral. Un impact extrêmement important, mais inconscient. Donc les conflits et les souffrances nous amènent à des expériences traumatisantes, une séparation de soi, on se coupe littéralement de soi-même, des schémas basés sur l'ego, des rivalités pour le pouvoir, et ça continue, et ça continue, et ça continue depuis moult générations. Je vous rassure, on arrive bientôt vers la bonne partie. Hein. S'il y en a qui ont besoin d'un antidépresseur, ouais. Donc, paradigme d'hostilité, la menace de l'hostilité, blessure, peur et croyance de cette hostilité. Pulsion de domination, je vais vouloir dominer pour ne pas me faire dominer. Rivalité pour le pouvoir sur les autres, des conflits violents, et on continue. Guerre, catastrophe. Menace du manque, blessure, peur et croyance du manque, créent des pulsions d'accumulation, inconscientes, j'insiste là-dessus, compétition pour les ressources, inégalité et déplétion des ressources. Paradigme de manque. Ce qui nous amène, en fin de course, l'époque dans laquelle on vit, on a à deux doigts d'une guerre catastrophique avec la technologie qu'on dispose actuellement, on pourrait tous être réduits en poussière. On a à deux doigts d'un effondrement à cause de cette menace du manque et une oppression, une inertie de plus en plus forte et croissante, bientôt qui sera quasiment impossible de faire face à cause de la menace de séparation, la blessure, la peur de cette croyance, la pulsion de conformisme. Je pourrais prendre la période, mais j'ai pas envie d'être censuré sur les réseaux sociaux, je pourrais prendre une période récente sanitaire, dite sanitaire, où on a retrouvé énormément de pulsions de conformisme. Le rejet de soi pour rentrer dans le moule, on se rejette soi-même pour appartenir au groupe. Parce que sans le groupe, on est en danger. Donc, on va rentrer dans le moule, même si ça va à l'encontre de ce que nous sommes. Rejet de l'authenticité. On n'est pas authentique, on est dans l'artificiel, on joue des rôles d'acteurs, on fait semblant. Et donc, on continue, et on nous amène à 3 conséquences potentiellement très désastreuses à cause de ces peurs, de ces blessures, de ces traumas et de ces pulsions qui se sont bâties au cours du temps. Next. Sortir de ce monde de brutes. Encore une fois, ça peut paraître naïf, etc., utopique. Mais étant donné qu'on vit déjà en dystopie, je me dis pourquoi pas l'utopie. Vivre dans un monde de brutes, ça crée forcément de la souffrance mentale et émotionnelle. Même chez ceux qui ne la subissent pas. Hein. Le simple fait de le voir et de baigner dans cette atmosphère-là, ça s'imprègne profondément en nous. On va s'anesthésier pour ne pas souffrir. Alcool, drogue, tout un tas de choses, d'addiction et de pulsions. On va se couper de son empathie. On va développer des schémas de psychopathes. Hein. On en voit de plus en plus aussi.
Il y a de plus en plus d'attaques au couteau, de psychopathes, de gens qui agressent, on ne sait pas pourquoi. Toujours avec des profils psychiatriques, des gens complètement dissociés d'eux-mêmes, et qui souvent ont des gros problèmes d'addiction aussi, hein, et des problèmes psychologiques. Très très souvent. Donc évoluer en conscience, ben, tu le disais tout à l'heure, hein, tu as vraiment mis le doigt sur ce qu'il fallait. Valoriser et développer son empathie, améliorer son écoute de soi et des autres, ça va ensemble. Hein. Si tu ne sais pas t'écouter toi-même, tes besoins, tes aspirations, etc., tu ne seras pas en capacité d'écouter autrui. Améliorer nos rapports humains, sortir de ces jeux de rivalité, de pouvoir, de conflit, bah, pour pouvoir vivre mieux ensemble. Après, encore une fois, ici, on est dans un lieu qui est dédié à ça. Pouvoir respirer et ressentir. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, et surtout en Occident, on ne sait même plus respirer? On ne sait même pas respirer correctement. Inspirer et expirer correctement. Il y a quasiment personne qui sait le faire. On est obligé de faire de la sophrologie ou de s'exercer à le faire et de bien se concentrer pour y arriver. Sinon, même moi, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de m'étouffer. Tu vois, même moi, je ne sais pas le faire. Et là, on arrive, aussi, il y a la notion aussi, je pense, de prendre son temps, de faire les choses, parce que le capitalisme, c'est toujours aussi aller de plus en plus vite, etc. Donc je pense qu'il y a cette notion-là aussi, de prendre son temps et de faire les choses dans le bon temps qu'il faut. Les racines du mal, Baudelaire. Non, c'est les fleurs du mal, Baudelaire. Donc, non, je commence au symptôme, c'est mieux. Hostilité, manque de séparation. Expérience d'évolution, on va arriver vers le positif, vers le sens positif qu'on peut donner à ça. Et j'introduis tout de suite. Parce que le fait qu'on ait vécu tout ça, est-ce que c'est pas aussi une opportunité historique, vu qu'aujourd'hui on a enfin les capacités de le mettre en lumière et de pouvoir poser des mots là-dessus, que ce soit nous et plein d'autres organisations, d'ailleurs on n'a pas le monopole là-dedans, est-ce que c'est pas une occasion inespérée, plutôt que de déprimer, de se dire qu'on est foutu, en fait, est-ce que c'est pas une opportunité d'évolution historique plus que jamais? J'y reviendrai après. Donc, l'hostilité, la manque de séparation, vient d'une identité de l'ego et des schémas de l'ego, c'est-à-dire des personnalités compensatives et des schémas compulsifs pour compenser justement la non-mise en lumière de ce que je disais, de ces causes profondes. Donc, les expériences du passé, blessures de l'être, angoisse existentielle, fausses croyances, identité, schéma et symptômes. Donc nos expériences du passé, très traumatiques, irrésolues, refoulées. Hein. On entend souvent ce terme aussi, on dit qu'on refoule nos émotions. Et surtout en Occident, encore une fois, pour avoir pas mal voyagé, notamment en Afrique, j'ai pu voir beaucoup plus d'authenticité, de connexion. Même si eux aussi sont soumis à beaucoup de choses que j'ai présentées. Les traumas irrésolus refoulés dans l'inconscient et ancrés dans le système profond, on crée donc les personnalités et nos expériences d'évolution douloureuses. Les racines de cette crise, donc, les histoires passées que j'ai pu vous présenter, ont créé des mécanismes de survie primaires par de l'inconscient collectif, des traumas, des peurs, des croyances, des fonctionnements, nos structures sociales et nos schémas collectifs sont basés sur des fonctionnements non durables qui ont été bâtis sur ces croyances collectives. Et les symptômes, on en a listé beaucoup et ils sont non exhaustifs, le climat, les écosystèmes, les inégalités, les tensions géopolitiques, les injustices, les problèmes d'administration, tout ce que vous voulez. Donc là, comme je le disais, c'est des leviers d'action nécessaires et indispensables, je le précise, mais faibles. Travailler sur les structures sociales et les schémas collectifs, on est sur des leviers modérés, on monte en puissance, mais alors, travailler sur ces leviers-là, soi-même et collectivement, là on est vraiment au cœur et on tire sur le fil vraiment de la racine qui nous a amené à ça. Oh, faut bien qu'il serve à quelque chose. Ah, tu peux te dézoomer un peu, peut-être ce sera plus facile pour toi. Tu le mets à 100 au lieu de 110. Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. Donc,
Paradigme de survie primaire, si on reprend un peu tout, les traumas collectifs du passé, peurs collectives du passé, croyances collectives du passé, des cultures ancestrales aussi, hein. Et là je sais que ça va chatouiller beaucoup de monde. Le système de pouvoir assujettissant, des pulsions de survie dominantes, des choix et des actions primaires, rivalité, cupidité, clanisme, hostilité, manque, séparation. Donc on co-crée ces expériences-là sur un instinct de survie primaire, on y bâtit des structures sociales et des fonctionnements collectifs. Donc l'instinct de survie primaire qui est encore dominant chez l'être humain, alors que plus nécessaire à notre époque. C'est ça qui est intéressant. À créer des structures sociales assujettissantes, des fonctionnements collectifs inconscients et des répétitions des expériences primaires. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et là on arrive à une époque où on arrive au bord du précipice et on se dit « Oups, il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié de mettre en lumière, justement. » Bon, le temps qu'il règle la slide, j'ai le temps. C'est le même, je... Ouais, vas-y, switch. Reconnaître nos traumas individuels et collectifs ainsi que leurs implications. J'insiste là-dessus. Et moi, le premier, encore une fois, hein, cette conférence, je la fais à moi-même aussi, à chaque fois que je la présente. La vulnérabilité, nous sommes des êtres très vulnérables et on a tendance beaucoup, et je me mets dedans vraiment, à se prendre pour des super-héros, des sauveurs, plein de choses, mais en réalité, on est très fragile. Psychologiquement, émotionnellement, on est très sensible, on est très vulnérable. Dans une situation d'inconfort et de déstabilisation, beaucoup de honte, de culpabilité, de tristesse chez beaucoup d'entre nous. Et ça implique donc une expansion de notre conscience, puisqu'on est dans l'inconscient, et une réorganisation psychologique. Parce qu'on est très chargé de plein de choses. Où allons-nous? Selon nous, hein, on peut se tromper. Selon l'équipe New World Together, selon nous, il y a 3 portes de sortie. Donc le passé, l'humanité lutte pour sa survie. Le présent, l'humanité traite sa condition. Mais avec 3 portes de sortie. Je commence par les pires. Un effondrement, piste de plus en plus proche, que ce soit par la guerre, la technologie, l'environnement, la pollution, ou tout en même temps. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. L'extinction, l'effondrement. La dystopie, c'est-à-dire une société où la technologie et la surveillance de masse et la digitalisation va faire de nous, en fait, des esclaves, clairement, dans une société qui sera super oppressive et automatisée, et où on sera coupé de nous quasi définitivement. Après, ça peut être un peu des deux aussi. En ce moment, on est un peu entre les deux, entre la dystopie et l'effondrement. On navigue un peu entre les deux. Mais aussi, et tu le soulevais tout à l'heure, l'évolution consciente. C'est-à-dire qu'aussi, on a ça, mais on a ça aussi. Il y a de plus en plus d'êtres humains et de citoyens qui sont conscients, qui créent des nouveaux modèles économiques, des nouveaux collectifs, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'approcher le monde. Il y en a de plus en plus aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une période de transition où il y a un yo-yo qui traverse tout ça, juste à temps que on arrive sur un nouveau modèle, parce que celui-là n'est plus soutenable et durable. Et nous, New World Together et tout un tas d'autres personnes, on essaye de faire en sorte qu'on puisse évoluer vers ça. Mais si ça passait par l'effondrement et l'évolution des consciences par la suite. Bien sûr. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aussi. Le truc, c'est que on essaye, je dirais, de faire en sorte que l'effondrement soit le moins brutal et le moins violent possible, le temps de passer à autre chose. Je dirais que c'est ça, aujourd'hui, c'est presque tout ce qui nous reste à faire, quoi. C'est de faire en sorte d'agir un maximum par amour, par empathie, par fraternité, dans toutes les disciplines, essayer de s'écouter soi-même, d'écouter les autres le plus possible, devenir plus philosophe, plus tout ça, en attendant que cette période de trouble passe et qu'on puisse arriver là-dessus. Ouais. Effectivement, je suis plutôt d'accord. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, on va sortir de ce paradigme-là, parce que chaque période arrive à sa fin à chaque fois, même si la majorité n'y croit pas. Mais même si on s'éveille, s'il y a certaines personnes qui s'éveillent, comment faire pour entraîner les autres? C'est ça qui est compliqué en fait. Bonne question. On va commencer par la tienne. À votre avis? Il faudrait reprogrammer tous les humains.
Reprogrammer les humains, mais pas avec des ordinateurs. On est des enfants. Non, genre, école, t'es des trop. Ah non, pas CIA, toi. Non, non. Non. Il y a eu peur. Ah ouais, toi, t'es le premier à y passer. Comment faire? Je propose des pistes en toute fin de conférence, mais vu que vous avez lancé la question, on y va tout de suite. Psychanalyse gratuite pour tout le monde. Ouais. Ouais, mais d'un coup, C'est presque gratuit. il faut inverser justement. C'est pas avec nos élites actuelles. Bah oui, c'est ça. La psychologie. Ouais, ça a des éléments. La société. J'ai dit tout au début, service des puissants, ouais. Non, il faut tout inverser. Ouais, le monde à l'envers, ça revient beaucoup aussi. Effectivement. Mais est-ce que justement les puissants nous laisseraient faire, pas nous laisseraient faire, mais s'ils commencent à avoir des consciences, eux, si les gens commencent à s'éveiller, ceux qui sont en haut, qui sont encore dans le capitalisme, ils vont pas laisser faire ça. Oui, mais s'ils sont absolument minoritaires et que... Parce qu'on vit dans un système d'adhésion. On ne vit pas dans un système de coercition. Oui. La majorité des humains qui évoluent dans cette société y adhèrent. Oui. C'est vrai. Donc en fait, les potentats et les dictateurs font ce qu'ils font parce qu'ils ont une majorité d'adhérents et qu'eux-mêmes jouent sur les pulsions primaires et les instincts de survie des populations. Ils lancent des stimuli pour stimuler les peurs, les croyances et les blessures pour maintenir sous contrôle. Voilà, c'est ça. Et du coup, si tu sors de ça, qu'ils n'ont plus de d'emprise sur le collectif, en tout cas sur la majorité, s'effondre tout seul. Enfin, c'est qu'une théorie, hein, je ne suis pas Nostradamus. Mais c'est la manipulation et l'endoctrinement qui fait le contrôle des populations. Donc c'est compliqué. Hein. Et c'est justement toute la stratégie de conditionnement et de manipulation est basée sur la peur, les croyances, les stimuli qui activent les instincts primaires des individus. Il faut les faire consommer, il faut qu'ils restent chez eux, il faut qu'ils prennent tel médicament, etc., etc., etc. Et tout ça s'effondre à partir du moment où le récit et les croyances s'effondrent. Donc les points clés de la partie 2, après on arrive sur la légère. Oui, vas-y, tant qu'on est encore dans le dur, vas-y. Oui, parce que, encore une fois, quand je reprends le combat ouvrier pour la sécurité sociale, ouais. C'est pas forcément ça relève pas forcément que d'une dimension psychologique, même si ça a touché tous les gens qui étaient confrontés à ce qu'on appelait la misère. Enfin, je veux dire, bien sûr. Ici, on a tous dans nos familles, dans nos histoires. Surtout ici, on a reçu ça en transmission. Enfin, je veux dire, mais en même temps, il y a eu des gens qui sont un peu organisés, quoi, qui ont quand même une pensée, parce que c'est tout à fait. Penser la sécurité sociale en 1850, c'était... À l'époque, c'est presque miraculeux, ouais, c'est incroyable. Il faut avoir organisé, comme tu disais, les hyper-objets pour continuer à les penser, quoi. Il faut continuer à penser les choses, poser les diags dessus. Continuer à s'organiser, je veux dire. C'est pas qu'une dimension de changement personnel, c'est aussi un engagement pour chacun. De ne pas acheter par exemple la casquette Adidas plutôt que... Je suis d'accord. J'ai fait exprès de la mettre, mais je suis dit avec la... Toutes les contradictions qu'on porte... Oui, bien sûr, c'est pour ça que je me mets dedans depuis le début. C'est vachement bien d'ailleurs d'être dans un échange comme ça. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a effectivement une dimension... il y a les élites, mais qui sont peut-être pas forcément si nombreuses, même si on sent bien que quelques élites, il y en a au moins 5, on a en tête 5 personnes, au moins, sont un peu délirantes, quoi. On sent bien qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment... bien sûr. D'ailleurs, ils sont sous kétamine, il paraît. Ah bah oui, mon Dieu, là, dans ce milieu-là, ça circule. Eux, les addictions pour voiler les... Ah ouais, il y en a plein. La liste est interminable. Tu vois bien qu'il y a aussi une dimension de l'engagement et de réfléchir à toutes ces nouvelles institutions qu'il faut quand même bien sûr. créer. Ce processus-là, je pense qu'il a toujours existé à chaque période. En fait, il existe toujours. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je disais d'ailleurs que normalement, je vais rien vous apprendre, mais je vais remettre au goût du jour des choses qui ont eu tendance à être oubliées ces derniers temps. Normalement, dans tout ce que je vous présente, je vous apprends rien vraiment, des choses que vous saviez déjà, mais que à notre époque, on s'attarde beaucoup moins, justement. Et peut-être que les anciens, eux, s'y attardaient plus. Et que ça leur a permis, justement, de pousser des modèles plus sains.
Mais parce que quand on regarde le combat ouvrier, on a l'impression de regarder juste le résultat, mais Ouais. on voit pas les coulisses, tout ce qu'il y a eu avant. entière consacrée comme un peu ce qu'on fait ici. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Se bien sûr. poser des questions, essayer d'avancer et d'agir. Tout à fait. Et de s'organiser. Exactement. Ouais, par rapport à ce combat ouvrier, en fait, on peut considérer que ça a pris un siècle de maturation. Ouais. Donc, enfin, c'est pas venu tout de suite. Mais un truc que j'aime bien rappeler, c'est que justement la sécurité sociale, elle a été mise en place quand on était vraiment dans le dur. Ouais, au bord du précipice. Ouais. C'était l'occupation nazie, on ne sait pas comment on sortirait. Et les gens se sont battus et on s'en est sorti. Quoi. Alors qu'on pensait qu'on était à la fin de la fin. Quoi. Ouais. Ouais. À l'époque, c'était. Ouais. C'est pareil pour tout. Hein. C'est pareil pour la partie en Afrique du Sud. C'est pareil pour le truc. Hein. C'est vrai. Toutes les périodes, hein. C'est vrai. Et plus particulièrement la nôtre. Oui, je veux dire, c'est même s'il y a une dimension subjective pour chacun, ça n'est pas que psychologique, c'est aussi bien sûr. Une construction d'engagement. Là, quand tu luttes contre les nazis, tu as des gens qui sont allés au combat et qui sont morts. Enfin, je veux dire, c'est un engagement physique. Ah oui, il y a aussi des gens qui sont organisés pour ça, puis qui en même temps organisé les manières de penser, ou qui ont... c'est aussi des dimensions politiques, des dimensions... Oui, c'est ce que je disais, transdisciplinaire. Politique, psychologique, sociologique, anthropologique, scientifique, technologique, économique. Et oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on essaie d'explorer un maximum de sujets, mais en réalité, la conférence pourrait durer 10 heures de plus si vraiment on voulait prendre tous les éléments qui sont interreliés. Là, on essaye, on va dire, de mettre en lumière les plus connus et évidents. Mais la conférence, en fait, elle pourrait durer une semaine et même une éternité. Sur les points clés donc de cette deuxième partie, les fonctionnements humains non durables sont liés à un instinct de survie primaire obsolète. Cet instinct est établi sur des blessures, des peurs et des croyances d'un passé révolu. Un état de déni et d'apathie nous fait refouler le problème et ses causes profondes. Et là, on va arriver sur la partie la plus douce et la plus rassurante. Ah, bon. Oh. La transition vers le nouveau monde par l'expansion des consciences. Je pense que, bon, on n'est pas très bon en anglais en France, mais vous avez compris que Together, c'est ensemble. New World Together, nouveau monde, ensemble. On l'a vu, hein. Non, mais il aime bien l'image. Lui, il faut les images. Regardez comment c'est fabriqué. Donc, traiter les causes profondes du vieux monde. Donc, résoudre les racines profondes. Ben, intégrer tout ce passé traumatique qui est encore... D'ailleurs, on voit selon les communautés et les cultures, ils vont reconnaître certains massacres, certains génocides, etc., mais pas d'autres, parce qu'ils sont concernés. Donc oui, eux, ils ont tué tout le monde, mais nous, non. Alors qu'en fait, finalement, si tu regardes dans l'histoire, bah, à peu près tout le monde a colonisé, esclavisé et tué tout le monde. Peut-être pas dans les mêmes dimensions, encore une fois, mais tout le monde est tombé dans ces mécanismes-là. Donc déjà, reconnaître notre héritage passé, c'est un vecteur de réconciliation formidable. C'est de reconnaître qu'effectivement, on a tous évolué dans ce type de mécanisme de survie primaire. Donc il faut conscientiser, mais en fait, c'est mettre en conscience l'inconscient. Mettre en conscience l'inconscient du collectif. Guérir de nos traumas collectifs du passé, d'arrêter avec... de croire que la rivalité, la domination, la destruction de l'autre, la vengeance va nous permettre de résoudre les conflits, même si j'entends qu'à certaines périodes, et peut-être même que ça va venir bientôt, il y a des moments, bah, les êtres humains, ils ont été amenés à prendre des armes, à les utiliser face à des menaces qui étaient existentielles et qu'on devait neutraliser. Donc c'est pas le monde des bisounours, j'en ai bien conscience. Évacuer les peurs collectives inadaptées, parce qu'il y a des peurs qui sont rationnelles, beaucoup d'autres qui n'en sont pas à notre époque. Dissoudre ces croyances collectives qui sont inadaptées. Agir sur les causes, donc bah forcément tout ça va nous permettre de repenser, à défaut peut-être de transformer, de repenser nos structures sociales, de faire évoluer nos schémas collectifs vers une stabilisation environnementale, une régénération des écosystèmes, protection de la biodiversité, baisse des inégalités et résolution des anciens conflits. Encore une fois, je le répète, ça ne peut pas être très naïf et utopique, et c'est logique que ça le paraisse, parce que
Pour nous, la norme, et pour nous, ce qui est évident, c'est la dystopie, la violence, les meurtres, les assassinats, la guerre, etc. Pour nous, c'est normal. Par contre, tout ce qui est bon, qui va dans l'amour, la réconciliation, l'empathie, ça nous paraît impossible et indépassable. Alors qu'en réalité, c'est sorti vous-même de votre bouche, bah en fait, c'est évident. C'est juste que c'est refoulé, c'est caché, et qu'on a du mal à le reconnaître. La transition régénérative, donc, et l'évolution de conscience. Une expansion de conscience collective, expansion d'empathie, on y revient beaucoup. L'empathie, je rappelle, c'est se mettre à la place de quelqu'un. Et ça, aujourd'hui, on le voit aussi. Enfin, nous, par exemple, le vendredi, ici, avec la main sur le cœur, petit aparté, on s'occupe beaucoup des personnes sans abri. Et on voit l'antipathie chez beaucoup de personnes quand ils les voient. Ah, c'est des gens sales, c'est des gens qui boivent, c'est des gens, etc., alors qu'ils vivent une souffrance dans leur chair, dans leur corps et dans leur esprit qui est d'une intensité qui nous dépasse quand on l'a jamais vécu. Et ça, c'est un exemple pur d'antipathie. Ou par exemple, quand il y a des enfants qui se font massacrer dans un pays pas si loin d'ici, qui se font massacrer par je ne sais combien de milliers, et que finalement, il y en a plein, ils se disent, bon, on n'est pas concernés, on n'y est pas, quoi. Et en fait, on est tous concernés par tous ces drames-là. Donc, expansion de la connaissance aussi, hein, parce que tourner dans un vase clos de croyances, bah, ça rend pas très intelligent. S'affranchir de certains codes culturels qui eux aussi sont néfastes. Il n'y a pas que le capitalisme. Hein. Il y a encore certaines cultures ancestrales et certaines pratiques ancestrales qu'on peut retrouver qui sont très néfastes, notamment pour les femmes, pour les enfants, pour plein de choses, parce qu'elles se perpétuent depuis des milliers d'années, mais ce qui était logique à l'époque ne l'est plus aujourd'hui, et est même considéré parfois comme barbare. Une société épanouissante, des pulsions conscientes plutôt que des pulsions inconscientes, plutôt qu'avoir une pulsion de destruction, alcool, drogue, etc., des pulsions conscientes de vie, respirer, aller dans la nature, etc., etc. Des choix et des actions réparateurs, il y en a de plus en plus qui se développent, là-dessus je suis optimiste. Conciliation, pondération, humanité, paix, contentement, unité. Donc pour faire plus simplement, une évolution collective post-traumatique où on reconnaît tout ça, on se tient la main, je ne sais pas, une sorte de grand câlin collectif, des évolutions de nos structures sociales, une harmonisation de nos fonctionnements, et ça c'est un peu le but du toit commun aussi, parce que vous avez la SIC, le toit commun, coopérative, qui abrite une 60aine d'habitants, si je ne dis pas de bêtises, et sociétaire, et le but c'est que justement, tous ces sociétaires-là puissent aussi avoir un cap, une direction commune et pouvoir avancer tous ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la thérapie, ce petit jeu de mots, thérapie. Commencer par soi. Bien insister là-dessus quand même. Commencer par soi. Ah, je voulais faire un petit aparté aussi, parce que souvent quand on présente ce type d'éléments, amour, empathie, etc., il y en a, ils vont se dire, ouais, ce gars-là, encore une fois, c'est un bisounours, c'est quelqu'un... vu qu'on est dans une société inversée, j'en entendais parler tout à l'heure, société inversée, on va considérer que tous ceux qui parlent d'empathie, d'amour, de vulnérabilité sont des gens faibles, et que les gens qui parlent de violence, qui gonflent les pecs, etc., eux sont des gens courageux. Nous, ce qu'on défend, c'est que c'est le contraire. C'est beaucoup, 1000 fois plus courageux de parler de ça, d'amour, de paix, d'unité, de pondération, de conciliation, que de parler de se battre, faire la guerre, prendre des fusils, etc. Le courage se situe, selon nous, beaucoup plus là-dedans. Commencer par soi, donc accepter son propre passé. On commence d'abord par l'individuel. L'intégration de son propre passé, parce que nous aussi on a vécu des traumatismes, des blessures d'enfance, d'adolescence, dans les structures scolaires, dans les familles pour certains, dans les environnements sociaux, je pense à certaines cités où les conditions sont extrêmement difficiles pour vivre, certaines communes, même dans certaines zones rurales aussi, où la vie est très 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 rude. Donc on a un passé, même individuel, parfois qui est très lourd et très traumatique. La première étape, c'est déjà de l'accepter. Mise en conscience de cet inconscient afin de résoudre les problématiques, guérir de nos blessures, évacuer ses peurs, dissoudre ses fausses croyances. Très difficile. Parce qu'en fait, il y a une identification à la croyance. Le croyant a l'impression que si sa croyance disparaît, lui aussi disparaît. Sa raison d'être, son identité disparaît.
Or, par définition, l'identité, c'est quelque chose qui ne change pas. Étymologiquement, c'est quelque chose qui est une identité. Le ver, là, par exemple, il a une identité, c'est un ver, il ne change pas. Donc une identité, c'est quelque chose d'immuable. Alors qu'une croyance, c'est quelque chose qui peut changer. Donc, c'est possible. Donc, dissoudre tout ça, ça libère de l'espace mental pour y mettre autre chose, pour étendre notre conscience, faire évoluer nos schémas et arriver vers des résolutions et l'embellissement de la vie. Et ce qui est quand même particulièrement cynique, c'est que on a à 2 doigts de grandes catastrophes, on est même déjà dans des grandes catastrophes. Les anciennes générations, c'est normal qu'elles soient passées par là, parce qu'elles n'avaient pas accès à tout ce que nous, on a accès aujourd'hui. Et ce qui est cynique, c'est que nous, aujourd'hui, on a accès à tout ce qu'il faut au niveau technologique, les connaissances, les ressources structurelles, etc. On a accès à tout ce qu'il faut. C'est la première époque où la connaissance est disponible de manière illimitée. On a tout ce qu'il faut pour sortir de ça, de la situation dans laquelle on est, mais on n'en sort pas parce qu'on est encore figé dans ces anciennes croyances. Et du coup, c'est quand même très cynique comme situation, c'est que c'est la première fois qu'on pourrait en sortir vraiment de manière durable, et pour autant, on se cristallise et on continue plus que jamais dans nos travers. Moi, je pense, si je peux me permettre, Oui. je pense qu'une grosse partie de la population mondiale a le syndrome de Stockholm. C'est vrai. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans notre association qui est un psychiatre et qui a travaillé sur le syndrome de Stockholm. Il explique qu'effectivement, le syndrome de Stockholm, c'est beaucoup plus large que ce qu'on en apprend en général. Je lis un livre là-dessus, c'est intéressant que tu en parles, qui s'appelle Vampire au Seine, et qui parle de la dissociation des êtres humains traumatiques par rapport au syndrome de Stockholm, et le fait qu'elles soient attachées à leur bourreau, etc. etc. Syndrome de Stockholm qui s'est développé effectivement à travers des générations et qui aujourd'hui est présent plus que jamais. Ouais. C'est un des symptômes, le syndrome de Stockholm. Et on est tous touchés à différents degrés, ouais. Tout à fait. Des fausses croyances de l'ego, alors là, il y en a plein. À la connaissance des nouvelles consciences. Ça, j'en parlais tout à l'heure. L'homme est un loup pour l'homme. On nous a appris ça. L'homme est un loup pour l'homme. Attention, c'est un prédateur, il va te tuer, il va te violer, etc., 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 etc. Le fait de le croire, ça le perpétue. Alors qu'en fait, par nature, l'être humain n'est pas un loup pour l'homme. La pénurie est la norme. Il faut se battre pour s'en sortir. Ben non, la pénurie, c'est la norme dans un système capitaliste, financier et libéral. Et encore, même pas. On simule même des pénuries, on te fait croire à des pénuries alors qu'il n'y en a même pas. C'est assez drôle, par exemple, l'huile de tournesol, tout ça, enfin bref. La pénurie est la norme, il faut se battre pour s'en sortir. Manque. On appuie tout le temps sur l'instinct du manque. Ah, c'est vrai ça. Désolé un peu. Ceux qui ne sont pas des nôtres sont des étrangers à rejeter. Il ne fait pas partie de ma communauté, donc c'est forcément quelqu'un d'arriéré, de primaire, de violent, il va me manger, il va tuer des bébés, enfin je sais pas, des trucs très excessifs. Alors, on remplace l'homme est un loup pour l'homme, ce vieil adage. On le remplace par l'homme est un être social et empathique. La pénurie est la norme, on le remplace par les ressources de la terre sont suffisantes et à partager. Mais par contre, il faut se contenter aussi de ce qu'on a. Il ne faut pas être toujours dans le vouloir toujours plus. C'est-à-dire que tant que mes besoins naturels sont satisfaits, j'ai une habitation, j'ai un espace nécessaire, j'ai de la nourriture de bonne qualité, j'ai des interactions sociales, je vis dignement, hein, si je veux reprendre aussi un peu les principes de dignité, eh ben, on se rend compte qu'on a largement assez pour tout le monde et que ça pourrait même être l'abondance un peu pour tout le monde. Hein. Là, actuellement, on est dans l'opulence plus que dans l'abondance. On recherche l'opulence, mais on pourrait tous vivre très convenablement. Et enfin, la croyance de ceux qui ne sont pas des nôtres sont des étrangers à rejeter. Nous sommes une grande famille humaine appartenant à l'univers où tout est interrelié, l'unité. On appartient tous à la même espèce. Il n'y a aucun être humain, il n'y a aucune hiérarchie entre les êtres humains. On fait tous partie d'une même grande famille. On a tous évolué sur des continents, des choses différentes, etc. Mais finalement, on se rend compte dans ma présentation qu'on a à peu près tous vécu la même chose, mais juste dans des environnements et des récits un petit peu différents. Mais finalement, on retrouve tout le temps les mêmes pulsions, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes réflexes, etc.
partout sur Terre. Et encore une fois, pour beaucoup voyager, je remarque à peu près les mêmes choses partout, mais à des degrés différents au niveau des curseurs. Mais la structure reste fondamentalement la même. La transition. L'éveil de conscience, donc d'abord on parlait d'individuel, après je finirai la conférence sur le collectif. L'éveil de conscience individuelle, d'abord on prend conscience, mais c'est pas parce qu'on prend conscience de quelque chose qu'on évolue forcément. Exemple. Par exemple, moi-même, je suis fumeur, enfin vapoteur. Je sais que fumer, c'est pas bon. J'en ai conscience. Mais je ne l'ai pas encore bien intégré. Je sais qu'il y a des choses que je fais qui sont mauvaises, mais je les fais quand même parce que je ne l'ai pas bien intégré. Donc en fait, prendre conscience, c'est un premier levier, mais après, il faut bien intégrer la chose. Donc il faut bien aller en profondeur. Ensuite, on incarne quelque chose d'autre. Par exemple, je prends conscience d'un comportement que j'ai qui est néfaste. Je continue à le perpétuer un peu, juste à temps que j'intègre bien ce comportement, que je le mette bien en lumière, et seulement après, je peux incarner quelqu'un d'autre. Mais d'abord, il faut que je sache ce qui ne va pas en moi si je veux changer. Si je suis dans le déni, si je refoule ça, forcément, je n'évoluerai pas. Le fait d'incarner, après, ça va nous permettre de coaliser. Parce qu'une fois que je vais incarner le changement que je veux développer dans ce paradigme, dans cette société, là, je vais pouvoir commencer à coaliser autour de moi. Mais si je suis encore dans les vieux schémas de prédation, de compétition, de domination, je ne vais pas coaliser, je vais diviser les gens. Et il y en a plein qui ont cette intention de coaliser et qui finalement récoltent le contraire parce qu'ils n'ont pas fait d'introspection sur eux-mêmes. Et c'est très occidental, ça d'ailleurs aussi. La popularisation ensuite. Je prends conscience, j'intègre, j'incarne, je coalise, et forcément après je popularise. Et là on commence à s'attaquer aux normes de la société. Et là après, quand on a un volume assez conséquent, on peut entamer une transition régénérative. Donc en fait, nous, on aimait bien dire qu'on passe de l'homo sapiens, l'homme qui pense, mais finalement l'homme qui ne sait pas comment il pense, et pourquoi il pense ce qu'il pense, à l'homo consus, donc on est très ambitieux, hein, changement carrément civilisationnel où on passe de l'homo sapiens à l'homo consus, c'est-à-dire l'homme qui est conscient de lui-même et de ce qui l'entoure. Next. Et justement, comment faire en sorte que toutes les choses macabres que je vous ai données soient en fait prises positivement? En fait, c'est que si on ne les avait pas vécues, on n'aurait pas pu évoluer. Là, remonte un petit peu le titre, 2 secondes. La transformation durable, un voyage de héros pour l'humanité. Donc finalement, si on veut prendre les choses dans le bon sens, pour arriver à cette fin de conférence, là tu peux redescendre un petit peu. Un être humain sympathique finalement, pas ce qu'on nous apprend, l'être humain qui est plutôt sympathique dans le fond, l'homo sapiens, l'homme, il fait face à un grand défi, crise globale de durabilité qu'on a exposée là, lors de cette conférence, et en traversant ce grand défi, il en sort transformé, homo consus. Donc finalement, si on n'était pas passé par tout ça, si on n'avait pas fait l'expérience de la brutalité, du mal, de la violence, pas que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi toutes les expériences de bonté, d'humanité, d'empathie, mais les expériences traumatisantes qui, comme je le disais, ont un rôle très déterminant dans nos fonctionnements quotidiens, si on n'était pas passé par là, si on n'était pas en capacité de les mettre en lumière aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas cette capacité aussi à faire un grand bond en avant dans notre évolution collective. Et c'est là où nous, on en donne un sens positif. C'est-à-dire que le fait d'être passé par tout ça va nous permettre à l'avenir de ne plus reproduire, ou en tout cas, dans une beaucoup bien moindre mesure, tous ces cercles vicieux, destructeurs et chaotiques. Donc finalement, c'est un catalyseur, c'est une opportunité historique de pouvoir faire un grand bond en avant au niveau de notre conscience, le fait d'avoir fait face à autant de défis dans notre histoire. Donc, les points clés de cette dernière partie, transition régénérative est nécessaire pour créer le nouveau monde. Elle commence en chacun de nous. Un état suffisant de conscience collective et assez volumineux
est nécessaire pour pouvoir la réaliser, mais on a plein de prémices et d'indicateurs qui nous montrent que c'est en train de germer. La crise de durabilité nous invite à passer d'un paradigme de l'ego à celui de la conscience. Sur l'ego, je vais y revenir aussi, parce que c'est de plus en plus à la mode où on nous dit il faut tuer, il faut supprimer l'ego. Sauf que si on tue ou on supprime l'ego, ben on se suicide. En fait, l'être humain, il vit, il a un ego. Le truc, c'est qu'on dit souvent, et les anciens le disaient souvent, tu as l'ego mal placé. Il n'est pas à la bonne place, ton ego. Ou tu as un ego surdimensionné. Donc en fait, il faut remettre l'ego à sa place et dans la bonne dimension. Et il faut, au lieu que ce soit l'ego qui nous contrôle, nos pulsions, nos envies, notre identité, nos croyances, c'est à nous de contrôler notre ego. Mais on ne peut pas fondamentalement le supprimer puisqu'il fait partie entière de notre identité, de notre personnalité, de notre existence. Résumé, je ne sais plus pourquoi il prend un hibou, mais ça avait un sens symbolique de ouf, je suis dégoûté de l'avoir oublié. L'humanité fait face à une crise systémique et multifactorielle de durabilité. Cette crise est provoquée par des mécanismes inconscients découlant de croyances, de peurs, de traumas collectifs appartenant à un passé révolu, et donc une transition. Et à la fin, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire, je vais mettre en lumière justement plus particulièrement le paradigme économique pour conclure. On est bientôt à la fin. Là, quelques références d'abord. On prend pas. Hein. Même moi, d'ailleurs, ces références-là, il y en a entre deux où je me suis un peu éloigné, mais il y a des choses très intéressantes comme Arthur Keller, Aurélien Barraud, Jean Covici, Thomas Hubbs, Gabor Maté sur les traumas collectifs et les addictions. Sur le syndrome de Stockholm que tu évoquais, je vous conseille le psychiatre qui fait partie de New World Together, qui s'appelle Ansgar Rougemont, qui a écrit l'excellent livre Vampire au Seine, qui parle du syndrome de Stockholm. Daniel Schmartenberger, j'ai réussi à le dire, Pensée systémique et futurisme, et plein d'autres, bien sûr. La déconstruction des anciennes croyances par la connaissance, c'est aussi une clé d'évolution fondamentale, bien évidemment. Que faire? Je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. Tout ce qui permet de se reconnecter à soi est bon. Nature, méditation, authenticité, rire, je pourrais dire rire. Faire un câlin, c'est prouvé que ça fait baisser de 50% le taux d'anxiété. Il y a plein de choses. Se rapprocher sans se trahir, accepter et se laisser traverser par ses émotions et pensées plutôt que de les refouler. Il faut les vivre, il faut les accepter. Et là, je parle surtout aussi aux hommes en particulier. Quand il faut pleurer, il faut pleurer. Quand il faut crier, il faut crier. Quand on est heureux, il faut être heureux. Il faut accepter ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Redonner un sens, la guérison, et accepter le processus et garder la foi, donc la confiance en soi et en l'humanité. S'il n'y a pas de confiance en nous et en l'humanité, comment on pourra arriver sur un système de confiance? C'est paradoxal. Il y a un processus d'évolution qui est en cours, dont il faut avoir conscience et dont il faut avoir confiance. Donc ça c'est New World Together, vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur Facebook, en Indonésie et en France. On propose d'ailleurs, en plus des conférences, on propose aussi une fresque, la fresque de l'évolution consciente, où on reprend justement un peu tous les éléments de cette conférence, mais sous forme de jeu de cartes. Et c'est un exercice collectif où justement on va faire cette fresque tous ensemble, on va la commenter, y donner du sens, et aussi y mettre nos émotions et nos ressentis là-dessus. Donc, sur l'économie, je finirai vraiment là-dessus. L'insoutenable paradigme économique de l'ancien monde, parce que la vocation du toit commun, une des vocations en tout cas, c'est de permettre de penser des nouveaux modèles économiques et d'accompagner les acteurs de la transition sur des nouveaux modèles économiques. Donc d'abord, si on part sur le rouge, générer de la croissance, avoir plus d'emplois et de travail, plus de pouvoir d'achat, consommer plus, produire plus, et on continue. L'homme avec sa valise et sa petite cravate qui est dans sa roue de hamster. L'économie productiviste et consumériste, donc addiction à la croissance du PIB via la dette, système de dette et d'usure, obsession de la valeur travail, la course effrénée au profit court terme et à l'accumulation de capital, la plutocratie,
le matérialisme, l'individualisme, le culte de la performance et de la compétitivité, le matraquage publicitaire incessant, personnellement c'est en train de me rendre dingue, superficialité, des emplois vides de sens, hein, ce qu'on appelle les bullshit jobs. Il y en a de plus en plus. On considère que dans quelques années, tu auras à peu près la moitié des métiers qui ne serviront plus à rien, mais qu'on continuera à faire juste pour satisfaire des patrons, dans leur ego. Les conséquences négatives principales, la surproduction, le gaspillage, le dépassement des limites planétaires et la crise écologique, les inégalités croissantes et la crise sociale, la perte de repères, le stress et les maladies psychiques, c'est en explosion. Mais vraiment, ce phénomène-là, il est en explosion. Et il y a très peu de gens qui le formulent comme ça. On va dire que c'est des barbares, c'est des psychopathes, ils attaquent les gens, etc. Il y a de plus en plus de violence. Et à aucun moment, on parle du détraquage psychologique et psychique qui est sous-jacent à ça. Et l'insoutenabilité, le risque d'effondrement, ça c'est le paradigme économique actuel et qui est même promu comme une vertu. Et par contre, nous, le modèle économique qu'on défend donc, et qu'on retrouve ici de manière plus opérationnelle, pour servir l'humanité, améliorer nos valeurs, avoir des activités qui ont du sens, qui ont une plus-value, qui apportent quelque chose au bien commun et à l'intérêt général, et qui n'est pas là que pour des intérêts particuliers. Tu as descendu un peu ? Co-créer un monde meilleur, se sentir connecté, épanoui, incarner le meilleur de nous-mêmes. Plus précisément, une dynamique de l'économie contributive. Mesure de la qualité de vie et de la durabilité, ça doit être un des indicateurs avant n'importe quelle création d'activité économique. Priorité à la contribution au bien commun et non pas à l'enrichissement d'une minorité. Une évolution constante dans les activités. Protection et amélioration de la vie. Fonctionnement régénératif et symbiotique, système inclusif reconnaissant et respectant la souveraineté de chaque être humain, le bien-être, le contentement et la réalisation de soi. Les conséquences positives principales, l'intégration des limites planétaires et régénération des écosystèmes, l'amélioration constante du monde, la solidarité, personne n'est laissé de derrière. On ne se dit pas, finalement, si 50% s'en sortent, c'est déjà pas mal. Tant pis pour les 50% d'autres. Non, c'est un pour tous, tous pour un. La durabilité et la paix mondiale et le sens, respect et amour de la vie, plutôt que destruction. Donc là, on a une petite courbe pour illustrer ça, et là, je suis vraiment à la fin. La puissance technologique et le niveau collectif de conscience. En fait, on voit que le niveau collectif de conscience, il y a une toute petite légère évolution, elle se voit quasiment pas. Et l'anthropocène et la grande accélération et la puissance technologique, en fait, elle évolue beaucoup plus vite que notre niveau de conscience. C'est pour ça qu'on arrive à des risques, à des niveaux de risque systémiques très très dangereux. Parce qu'en fait, là, les progrès qu'on fait au niveau technologique surpassent largement le niveau de notre conscience. Donc si on veut que la technologie nous serve pour ce que je viens d'évoquer juste avant, il va falloir que justement ces deux courbes se rejoignent. Car comme je le disais tout à l'heure, je le répète, comme disait Einstein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et il y a une toute dernière slide, mais je crois que c'est un petit mot de la fin peut-être. Justement, courbe inverse. Puissance technologique, niveau collectif de conscience, donc l'éveil collectif de conscience qui pourrait nous arriver dans tout ce développement technologique et digital à un point de stabilisation et justement nous permettrait de disposer d'outils pour faire une grande transition et une grande nettoyage de tout le bordel qu'on a laissé derrière nous, pour rester poli. Et je suis à la fin de cette conférence et je vous remercie beaucoup pour vos interventions et pour votre attention. Et je suis tout à vous si vous avez des questions. Ah oui, questions, interventions ou compléments, bien sûr. Moi, franchement, j'avais jamais réfléchi jusque-là, que ça venait des heures primaires qu'on vit aujourd'hui. J'avais jamais été jusque-là dans ma réflexion, franchement. Super. Génial. Franchement, au top. Hein. Merci beaucoup. Bien, oui, franchement. Et encore une fois, il y a forcément des éléments là-dedans qui vont vous parler, d'autres pas. Retenez surtout ce qui complète ce que vous êtes pour vous enrichir personnellement. L'idée, c'est pas d'être dans un combat idéologique ou autre, c'était juste de pouvoir vous renforcer intérieurement, on va dire.
Merci aussi à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Et à bientôt.